Bonjour à toutes et tous, pardonnez notre petit retard. On a eu un invité qui a eu un petit problème dans les couloirs très très nombreux de la maison de la radio. Et c'est pas grave du tout, on est sur Twitch. Pardon de vous avoir fait patienter. Salut Ishtar, salut Cristalgre, salut Fugu Simon, salut Fanfois Nilois, salut à Guardian, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent que je ne peux pas saluer parce que vous êtes très très nombreux, je m'en félicite. Bienvenue dans le talk de France Info. On est ensemble 2 heures comme tous les mercredis et les jeudis de 17h à 19h. 2 heures pour décrypter l'actu politique, économique, diplomatique, de la tech, du web, certainement des idées aussi. 2 heures avec vos questions dans le chat pour analyser, dézoomer, bref, pour mettre de la raison dans les passions. Ce stream, on le fait ensemble, sous les ordres, s'il vous plaît, de la bienveillance et de la courtoisie. On est sur le service public, vous posez vos questions, je les pose aux invités en direct, vous posez toutes les questions que vous voulez. Il y a seulement 2 règles, hein. Il faut que ça commence par une majuscule et que ça termine par un point d'interrogation. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, la pression de Donald Trump, le président américain, sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour qu'il cède la Crimée à Vladimir Poutine, l'homme fort de Moscou. Ce sera jusqu'à 18h, heure à laquelle on partira en voyage feutré dans les coulisses de la puissante diplomatie vaticane. Après la mort lundi du pape François, ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h10, passé de 16 secondes à Paris, un peu de retard. La même heure à Rome, en Italie, où quelques 61 000 fidèles ont défilé depuis mercredi matin, depuis ce matin, donc depuis hier matin, pardon, dans la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à la dépouille du pape François, décédé lundi à 88 ans. Rome, où se trouve actuellement Thomas Destel, l'envoyé spécial de France Info, et qui nous a envoyé ce midi quelques nouvelles. Salut Ludo, on est aux abords de la place Saint-Pierre, mais il sera impossible pour moi d'aller voir le cercueil du pape François. Il y a beaucoup de monde qui veut accéder à la basilique et voir le cercueil du pape François. Un peu comme hier, la foule est au rendez-vous. C'est beaucoup plus impressionnant que les derniers jours, où il y avait certes des messes, où il y avait certes des touristes présents, mais il n'y avait pas cette foule impressionnante. On parle de 2 heures à 3 heures d'attente quand on commence la file d'attente là à midi pour aller voir le cercueil du pape François. Ça annonce des prochains jours qui vont être historiques, avec des funérailles tout simplement qui vont accueillir le monde entier. On voit de plus en plus de policiers, on voit de plus en plus de mesures de sécurité. Il est très difficile d'accéder à certaines zones de la place Saint-Pierre et aux alentours. C'est beaucoup plus compliqué, on se fait fouiller le sac. Ça change des jours derniers. On sent que le Vatican et que Rome aussi est en train de se préparer à accueillir le monde entier et les chefs d'État du monde entier. Thomas Destel, envoyé spécial de France Info à Rome pour un point de situation dans la ville éternelle après la mort du pape François. 17h11, 57 secondes et une heure de plus à Kiev, en Ukraine. Kiev, la capitale ukrainienne, frappée par des missiles russes cette nuit. Bilan de l'attaque, 9 morts, plus de 70 blessés, dont 9 enfants. Une attaque qui intervient alors que Donald Trump propose un plan de paix controversé qui prévoit notamment de céder la Crimée à la Russie. Un plan rejeté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Général, vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. À vos côtés, en face de moi, Jean Guignasti. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Jean Guignasti, vous êtes aussi et surtout ancien ambassadeur de France en Russie, de 2009 à 2013. Vous étiez ambassadeur de France aussi au Sénégal. Et l'on vous doit notamment aussi France, une diplomatie déboussolée. C'est paru aux éditions de l'Inventaire, je pense, et c'était en 2024, c'était l'année dernière. Et en face de moi, Denis Katef. Salut Denis. Bonjour. Tu es déjà venu dans le talk, on te connaît bien. Tu es correspondant à Paris de la chaîne russe en exil en Europe, Dodge TV. Salut, bienvenue chez toi. Merci. Jean, vous vouliez peut-être dire un truc, on parlait des médias qui parlent de la situation en Ukraine qui est de manière peut-être un peu différente en France et à l'étranger. Moi, je suis assez frappé, en effet, quand on lit la presse ukrainienne, quand on lit, ça c'est normal, la presse polonaise, même la presse allemande, la presse russe, bien entendu. Ce qui se passe actuellement entre Trump, Zelensky et Poutine fait l'objet d'une couverture très abondante. Or, depuis 3 jours, dans le Monde et peut-être un peu moins dans le Figaro, il n'y a pratiquement rien. Il y a les bombardements, il y a la question humanitaire, mais il n'y a pas d'analyse politique sur les conséquences assez graves de ce qui pourrait être un tournant de la guerre. Donc ça interroge, comme on dit, parce que en fait, ça veut dire que nous sommes pris à contre-pied, que la réflexion manque et qu'il y a un certain désarroi dans une partie du monde occidental devant ce qui se passe. Denis, général, vous partagez le propos de Jean Guignasti ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il faut aussi voir que
l'actualité internationale se bouscule. Hein. Il se trouve que j'étais à Rome il y a 4 semaines. Hein. Donc on a à la fois donc cette actualité internationale enfin, catholique, romaine et internationale, puisque samedi, ça va être au-delà des obsèques. Ça va être aussi un rendez-vous diplomatique. Ce que Thomas Destal disait, on attend plein de chefs d'État, la sécurité bien entendu. s'est mise en branle. Et donc, je me faisais 2 réflexions d'ailleurs. Ce qui est absolument étonnant, c'est que on attendait, on a tous en tête, concernant le conflit en Ukraine, la date du 9 mai. Le 9 mai qui est le 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, vue du côté, pour les Russes. 8 mai pour nous, et donc qui doit être un moment de commémoration qui va être instrumentalisé par les uns et par les autres, et que pile, ça va être le moment du conclave, où là, le monde va avoir les yeux fixés vers Rome. Et ce qui fait que Vladimir Poutine, qui voulait quand même bien utiliser le 9 mai pour un défunt politique, risque de se voir en partie court-circuité par la fumée noire ou la fumée blanche du Vatican. Donc ça, c'est absolument, vraiment, ça va être en quelque sorte passionnant hein, à voir. Mais c'est vrai que on le voit en France, on le voit aussi, il faut le souligner dans les médias, oui, une forme de désintérêt, ou en tout cas, on parle moins de ce conflit qui est existentiel, bien sûr, pour l'Ukraine, existentiel pour Vladimir Poutine et existentiel pour l'Europe. Bien sûr, le problème, c'est qu'il n'est pas existentiel pour les États-Unis, et c'est peut-être aussi un des problèmes qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Je suis absolument d'accord, parce que on parle beaucoup des négociations, de la politique, de Trump, mais en tant que Russe, je pense que c'est indispensable de ne pas oublier les questions humanitaires, parce que aujourd'hui, on ne parle pas des tortures dans les zones occupées. On ne parle pas des viols, des violences sexuelles dans les zones occupées. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont toujours torturés dans les zones de non-droit? Parce que Poutine, il veut geler les situations dans la ligne du front, mais c'est-à-dire que les gens qui sont toujours là-bas, qui sont emprisonnés, comme beaucoup de journalistes ukrainiens, les enfants ukrainiens qui ont été enlevés. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On parle des lignes rouges aujourd'hui, mais Trump il parle beaucoup des bombardements. I'm not happy. Mais I'm not happy for what? Parce qu'il n'a pas de... je pense qu'il n'a pas d'échelle humanitaire quand on parle de la politique. Il ne faut pas oublier. Oui, je suis absolument d'accord. Je voulais rajouter un point aussi qui me semble important, c'est que avec cette guerre dramatique, hein, on va, et on le voit à travers la presse, c'est que on méconnaît l'évolution de la société russe. Alors moi, je me retourne vers l'ancien ambassadeur à Moscou, mais enfin, là, oui, mais et voilà, mais il va y avoir une espèce de. Je regarde des Doge, pas faire aussi tout le temps. Il va y avoir une espèce de trou noir sur qu'est-ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire que on le voit au prisme, ce qui est logique de la guerre en Ukraine, mais les évolutions sociétales, comment donc entre guillemets, on va prendre un retard intellectuel très important sur la connaissance des évolutions de la société russe tant que la guerre va durer. Même si il y a de la presse, hein, oui. mais c'est vrai que nous, en tout cas en France, bon, l'évolution de la société russe, on est complètement à côté de la plaque. Ah ben, c'est clair qu'il y a une divergence des deux sociétés, alors que pendant la période Medvedev, même si l'intelligentsia russe disait que il n'apportait rien et que c'était pas un vrai libéral, etc. Mais la société russe était complètement différente du temps de Medvedev. Il est intéressant de voir que la première chose qu'a fait Poutine quand il est arrivé au pouvoir en 2012, c'est d'introduire la loi sur les agents de l'étranger, parce qu'il y avait effectivement une liberté de ton. Il y avait Dost, il y avait Novaya Gazeta, il y avait des tas de journaux qui avaient une liberté de ton considérable. Et avec une audience, oui. Et qui est une audience très importante et qui allait au-delà des cercles intellectuels
officiels de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Donc effectivement, il y a une divergence qui s'est creusée pendant toutes ces années de guerre, et nous n'avons plus la même proximité avec la société russe. Ça, c'est très grave à long terme. Quant à la connaissance de la société russe, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a encore des instances de communication. On a la chambre de commerce qui continue à travailler, avec l'observatoire France-Russie qui envoie des rapports extrêmement intéressants. Je ne sais pas comment ils font, mais très objectifs. Il y a beaucoup de canaux d'information qui subsistent parallèlement à la presse officielle, qui, elle, bien entendu, est complètement muselée. Et puis, il y a les sondages aussi, qui en eux-mêmes... Enfin, les sondages de popularité pour Poutine, il faut immédiatement réduire 15 ou 20%. Mais la succession des sondages vous donne une image intéressante de l'évolution de la société. Mais en même temps, c'est difficile à comprendre ce qui se passe en Russie parce qu'il n'y a pas de vrais sondages. C'est difficile et ils ont peur de parler, ils ont peur Oui, bien sûr. ouvertement. Et c'est pourquoi, oui, et aujourd'hui, je pense que oui, vous avez raison qu'il y a beaucoup de divergences. Et aujourd'hui, pour moi, je crois que le pire, c'est aujourd'hui les pires situations, c'est les situations avec les étudiants, les gens qui se trouvent aujourd'hui dans les situations, comment on peut dire, biaisées, les situations un peu imprévisibles. Pour eux, pour les étudiants, pour les jeunes, c'est un danger de rester là-bas, mais c'est pas possible de quitter la Russie tout de suite. Et voilà, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de régions, des gens dans les régions pauvres, défavorisées. Ouais, voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Et c'est toujours, et pour nous, les journalistes russes en exil, c'est un problème de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup oui, on utilise les réseaux sociaux, voilà, on utilise Telegram pour comprendre, mais en tout cas, on est là, aussi en Europe, il y a beaucoup de barrages, il y a beaucoup de barrages aujourd'hui pour obtenir l'information. Je propose de remettre un pied en Ukraine face au lourd bilan des attaques russes. Volodymyr Zelensky a annulé en urgence une partie de son déplacement en Afrique du Sud pour rentrer en Ukraine immédiatement après un entretien avec son homologue Cyril Ramaphosa. Moscou cherche à mettre la pression sur les États-Unis, dénonce Zelensky. Trump reproche à Zelensky ses déclarations incendiaires. Pour Washington, la Crimée fait partie des négociations. C'est un magnifique traquenard diplomatique, disait hier votre collègue de l'IRIS, Frédéric Moreau. C'est ça, c'est un traquenard, ce que propose Donald Trump. C'est un traquenard pour l'Ukraine, oui. Mais autant Zelensky avait pardon, été... je vous coupe, messieurs du canapé, je pense que vos deux micros sont un peu faibles, alors n'hésitez pas à leur parler bien devant, tous les deux. Comme ça. Pardonnez-moi. Oui, c'est un traquenard pour Zelensky, mais autant Zelensky avait été d'une grande habileté à Jeddah en lançant la balle dans le camp russe, en acceptant la trêve de 30 jours proposée par les Américains, renouvelable, autant cette fois-ci, je crois qu'il s'est fait piéger, en fait, parce que c'est lui qui apparaît comme bloquant les propositions sur une question de Crimée qui n'est pas tout à fait claire, parce que dans les propositions, ce qu'on sait des propositions américaines, l'Amérique se propose de reconnaître la Crimée comme étant russe, mais il ne demande pas à l'Ukraine de le faire, et il ne demande pas forcément à l'Europe de le faire. Alors c'est sûr que les Américains, c'est un gros morceau, mais il aurait pu être plus malin, essayer de gagner du temps, parce que pour l'instant, c'est clair, et on le lit à travers la presse, c'est l'Ukraine qui bloque, et la Russie a l'air d'accepter le plan. Alors, je suis pas sûr du tout qu'il l'accepte. Le sentiment que j'ai à travers tout ce que je peux lire, c'est qu'il y a en Russie un vrai débat dans les cercles dirigeants, mais pas seulement, parce que ça filtre dans la presse, dans les chroniques de Loukyanov ou de Kortunov ou d'ailleurs. Il y a des gens qui disent c'est un moment historique, il faut accepter les offres américaines, parce que c'est l'occasion qui ne se représentera plus de normaliser nos relations avec Washington, et il faut le faire. Et donc ça a un prix, et donc il faut renoncer à certaines de nos ambitions
concernant l'Ukraine. Et puis il y en a d'autres qui disent non, non, de toute façon, Trump, quand il était là, c'est lui qui a mis le maximum de sanctions sur la Russie, c'est lui qui a livré les Javelin qui ont permis de défaire l'armée russe en février 2022. De toute façon, il est là pour 4 ans et l'État profond russe, américain, il est pro-ukrainien et anti-russe. Donc ça sert à rien de faire des concessions. Et ce débat, d'après moi, n'est pas complètement tranché. Et c'est là que Zelensky a peut-être, il a été moins habile, disons, qu'à Jeddah. Général. Alors, il y a aussi quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la difficulté auquel on est confronté, c'est que militairement, la Russie n'a pas gagné la guerre. Très clairement. Alors certes, ils occupent 20% du territoire ukrainien, ce qui est énorme. Certes, ils bombardent avec des pertes civiles, alors qui, à chaque fois, sont justifiées en disant que c'est des cibles militaires. Bon, parfois, c'est quand même assez... mais ça fait 3 ans que, à écouter Moscou, ils ne bombardent que des cibles militaires. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il suffit de voir les rapports de l'ONU, par exemple, sur le nombre d'écoles, d'édifices universitaires, d'hôpitaux qui ont été touchés, de musées. Bon, voilà. Mais militairement, Moscou ne parvient pas à avoir par exemple, percer la ligne de front et progresser, par exemple, vers Dnipro, là, en plein centre. Hein. S'il y avait une progression de 10 à 15 km chaque jour, là, maintenant, oui, ça serait une défaite rapide de l'Ukraine. Bon, ils n'y arrivent pas. Mais ils arrivent par le narratif à passer comme étant la puissance victorieuse. De l'autre côté, et c'est vrai, il faut être réaliste, les Ukrainiens, même avec un appui occidental qui serait accru, ne sont absolument pas en mesure militairement de reconquérir, je ne parle pas de la Crimée, mais partie est voilà, parce qu'il y a cette ligne de front fortifiée, enfin, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est dans un conflit, alors, gelé, entre guillemets, sur le plan tactique, puisque aucun des deux ne peut prendre le dessus, même si les Russes grignotent quelques kilomètres carrés. Voilà, ça ne progresse pas. Mais, et c'est bien ça, ce qui est très compliqué, c'est que comme aucun des deux n'arrive à prendre réellement le dessus, il est sûr que sur le plan diplomatique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que il est clair que une victoire décisive de l'un des deux protagonistes changerait complètement la donne sur le plan des discussions diplomatiques. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que Trump c'est un échec crucial et dramatique de la politique de Trump aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Parce qu'il a fait des concessions à la Russie. Et deuxièmement, il a légitimé Poutine dans l'échelle internationale. Et Poutine, oui, bien sûr, on arrive finalement au gel du conflit et au gel de la situation actuelle. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de... qu'est-ce qu'on va faire avec un mandat d'arrêt de Poutine d'un coup international. On parle de 20% du territoire déjà occupé. On parle des enfants, des civils. On a eu des frappes à Kiev cette nuit. On a eu des frappes mortelles Soumy, à Kryvyi Rih et beaucoup de choses. C'est-à-dire que non, c'est pas de l'intérêt de Poutine de mettre fin à la guerre aujourd'hui. Je suis sûr et je crois que parce qu'il profite de la situation, il profite de ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Et le but numéro un, le but principal pour Poutine, c'est garder le pouvoir. Et si la guerre continue, il garde le pouvoir. Je pense que c'est clair. C'est clair pour Poutine. Et c'est clair parce que la Russie n'a pas gagné. Oui, je suis absolument d'accord. Elle a perdu au début du conflit. Elle a perdu en 2022 parce que la Russie a eu
comment on peut dire, il a tenté de conquérir l'Ukraine en 3 jours, mais c'était impossible. Voilà. Mais grâce à Trump aujourd'hui, en raison de Trump, aujourd'hui, on se trouve dans une situation imprévisible, dans une situation dure, et pour les Ukrainiens, d'abord pour les Ukrainiens, à mon avis. J'ai plein de questions dans le chat, alors je vais vous les lire, on répond, voilà, on peut tout à fait y répondre dans le désordre. Guardianetti nous dit, la question n'est-elle pas plutôt est-ce que l'Ukraine devrait céder uniquement la Crimée? Fanfois Nilois, salut Fanfois Nilois, qui nous dit, dans les zones annexées aux séparatistes, est-ce qu'il y a eu une exode de population qui ont refusé? Inversement, la Russie y a-t-elle favorisé l'implantation de nouveaux habitants qui auraient le droit de vote dans ces zones, par exemple? La question n'est pas très claire. Et Asram qui nous dit pourquoi on a l'impression que la voie de l'Europe de se faire l'alternative des États-Unis dans leur aide semble avoir disparu et qu'on entend exclusivement les projets de Donald Trump, son refus de vendre des armes antimissiles, etc. C'est la dernière question. Et la dernière, Jean Biasti, enfin il y en a plein d'autres, mais voilà, parce que sinon on va les oublier. Là c'est Fugu Simon qui la pose. Salut Fugu, qui dit d'ailleurs comment l'Ukraine fait pour tenir le front depuis que les États-Unis les ont lâchés. On nous a dit qu'ils ne pourraient pas tenir 3 jours. Jean Biasti, pardon. Alors, pourquoi l'Europe n'a pas sa place à la table des négociations? Parce que l'Europe a fait un choix, elle soutient l'Ukraine. Donc, et on a dit nous-mêmes que tant que l'Ukraine décidera de continuer la guerre, on l'appuiera à fond. Et donc, nous n'avons pas de voix spécifique par rapport à l'Ukraine. Notre ministre des Affaires étrangères a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il ne prendrait pas Lavrov au téléphone, son homologue russe, tant que les Russes ne seront pas retirés sur les frontières internationales. Ce qui marque d'ailleurs pour la France un certain durcissement, parce que dans les accords de Minsk, il n'y a pas un mot sur la Crimée. Hein. Ça veut dire que l'Europe avait déjà accepté de facto l'annexion de la Crimée. Hein. Emmanuel Macron qui ce matin disait devant les médias qu'il y aurait toujours un problème tant que Vladimir Poutine continuerait de mentir. Voilà. Bon, il disait pas ce genre de choses il y a quelques semaines. Donc du coup, nous n'avons pas de voix spécifique. C'est l'Ukraine qui est à la table des négociations, la Russie d'un côté et les États-Unis qui font la navette. Oui, vous parliez effectivement de la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Madagascar, où en disant Poutine n'arrête pas de mentir. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer François Hollande, donc, qui lui aussi a dû traiter avec Poutine, notamment on vient de parler des accords de Minsk, hein, oui. Et François Hollande dans un petit cercle disant mais Poutine ment. C'est assez intéressant de voir voilà, un ancien un chef d'État qui converge sur le fait que la parole de Vladimir Poutine est quand même voilà, à géométrie variable. Ce qui est nouveau, c'est pas tant qu'on le découvre. Voilà, tout à fait. C'est plutôt qu'on le dise. Voilà. Mais alors, il y a une question sur effectivement les populations. Il est clair que si on arrive à un cessez-le-feu, alors on risque d'être confronté. Alors bien sûr, il y a eu des implantations de population russe, notamment à Mariupol. Bon, il faut reconnaître qu'il est plus agréable de vivre à Mariupol qu'à Mourmansk. Hein, donc c'était assez facile pour voilà, de faire des transferts. Le Nord se dépeuple. Hein. Oui, voilà. Mais on risque d'avoir, et ça c'est un phénomène que nous, Français, puisqu'on parle du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on risque d'avoir des transferts de population ukrainienne des zones occupées, bon, qui vivent en attendant pensant que, bon, des transferts de population ukrainienne, par exemple, qui voudront passer du côté, sur l'autre rive hein, du Dniepr, en quelque sorte. Et ça, c'est des phénomènes auxquels il faut se préparer, parce que et c'est un phénomène qui a marqué d'ailleurs justement 1945 et les années qui ont suivi, avec des transferts massifs de population, parce qu'elles n'étaient pas finalement entre guillemets de la bonne couleur au bon endroit. Et ça, on risque d'être confronté à ça, avec un paradoxe, c'est que la population ukrainienne est en déclin démographique, hein, c'est un problème majeur, et qu'on va avoir donc peut-être des transferts de population ukrainienne et qu'il va falloir héberger, enfin, qui doivent reconstruire leur vie. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près. Bandini demande dans le chat quelle est la situation économique de la Russie en ce moment avec toutes les sanctions. Bah, la Russie ne va pas très bien. Hein.
La situation économique en Russie est grave, mais c'était déjà et avant la guerre. Une inflation galopante, Ah oui, notamment. bien sûr, c'est l'inflation et c'est le taux d'intérêt aujourd'hui est élevé. Par exemple, 21% les taux d'intérêt aujourd'hui en Russie. Et bien sûr, le pouvoir d'achat a baissé. Et c'est vraiment... il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup... j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, beaucoup d'amis qui restent là-bas, y compris à Moscou. Oui, la situation... euh, on peut dire que rien n'a changé, visiblement. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de changements. Les prix sont élevés et l'inflation, et c'est impossible de prendre un crédit pour acheter un appartement, comme on peut dire. Et c'est vraiment... c'est pourquoi je le disais sur l'avenir, sur les jeunes, sur la jeunesse. C'est une situation très compliquée. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire le comment on peut dire, prognostic sur l'avenir aujourd'hui en Russie. C'est pourquoi, oui, la situation en Russie est grave, mais grâce à l'économie militaire, aujourd'hui, grâce à l'économie militaire, on voit les chiffres très bons chiffres. On voit la statistique est très bon, mais en réalité, Qui correspondent à des oui, statistiques oui, d'une oui. économie de Il y a guerre. deux visions. Il y a deux visions, deux réalités parallèles. En posant la question, j'ai eu un ancien ambassadeur de France à Moscou qui paraissait plus circonspect. Oui, parce que au moment de la guerre, on disait que la Russie allait s'effondrer en 48 heures, ou à peu près. Et en fait, elle a eu le taux de croissance le plus élevé de toute l'Europe en 23 et en 24. Alors maintenant, la situation a changé. Les fondamentaux de la Russie sont bons. Ils ont une balance des paiements positive, une balance commerciale positive. Ils ont un déficit budgétaire qui est 10% ou moins d'1% du PIB. Pour l'instant, ça marche. Et alors, chose étonnante, c'est que, en fait, la Russie est sortie grâce à la guerre, ce qui est d'ailleurs justement un élément qui va à l'appui de l'idée que Poutine a besoin de la guerre. C'est Oui. qu'il est sorti d'une période de stagnation. Ça faisait 10 ans que le pouvoir d'achat n'augmentait pas. Or, le pouvoir d'achat a augmenté à titre nominal et à titre réel. Alors, les prix à Moscou pour les denrées alimentaires subissent Oui. l'inflation, donc ça érode un peu ce pouvoir d'achat, mais pendant 2 ans, il y a eu une augmentation extraordinaire qui n'avait jamais existé Mais en avant chiffres, du pouvoir d'achat. mais c'est pas la réalité de la vie quotidienne. Oui, alors quand on va faire ses courses Oui, à oui, Moscou, oui, on ne le ressent pas. Oui. Alors maintenant, c'est en train de changer. C'est tout de même l'essentiel, Georges Guiesti. C'est surtout les produits alimentaires. Oui. C'est-à-dire que voilà. Et pour voyager, par exemple, c'est difficile aussi aujourd'hui pour voyager parce qu'il n'y a pas de vol. Alors, Aujourd'hui, il y a les Ouais. effets des sanctions, Oui, les les avions, les effets, pièces c'est vrai. détachées, etc. Alors, simplement maintenant, pardon, je termine rapidement. C'est en train de changer. C'est en train de changer pour une raison fondamentale, c'est que pour la première fois depuis 20 ans, depuis l'arrivée de Poutine, Poutine a une chance folle. Il est arrivé au début d'un cycle de croissance du prix du pétrole. Et là, la question se pose vraiment, est-ce qu'on n'est pas au début d'un cycle de décroissance du prix du pétrole du temps et ça explique en partie les malheurs de Gorbatchev et d'Yeltsin, le prix du pétrole était à $10 le baril. Maintenant, sous Poutine, il est monté jusqu'à $100 et maintenant il est à 40. Et pour la première fois depuis 10 ans, il est inférieur au prix du pétrole pris en considération pour l'élaboration du budget russe. C'est-à-dire que le déficit va croître. Sur le plan du gaz, Gazprom, pour la deuxième année successive, est en déficit de $6 milliards. C'est quand même considérable. Et donc la situation commence vraiment, cette fois-ci, à sentir un peu le roussi, ce qui est une incitation peut-être, espérons-le, pour Poutine à faire la paix, à négocier en tout cas. Alors pour compléter, sans faire la synthèse des deux positions, c'est que paradoxalement, Vous avez le droit de ne pas être d'accord. non, mais il y a un phénomène qui est assez cirque. Par exemple, Une heure pour être en désaccord. on trouve l'électroménager, il vient de Chine. C'est-à-dire que c'est un élément important. C'est-à-dire que alors avant, on pouvait acheter je sais pas moi, une machine à laver Bosch. oui.
Aujourd'hui, on achète. Bélarus. Voilà, maintenant, elle sera, voilà, enfin, quand je dis Bosch, de la marque ou du Miel, enfin, tout ce que vous voulez. Maintenant, ça vient de Chine. Et donc, globalement, pour le consommateur, alors, là encore, il faut distinguer entre les zones urbaines et puis le fin fond, où là, c'est plus compliqué. Mais il y a une forme de substitution, ce qui fait que ça permet, entre guillemets, de maintenir le niveau de consommation. Pardon. Autre paradoxe, c'est que pour les produits de luxe, alors évidemment, ils ne viennent plus les acheter dans le triangle d'or parisien, mais via Dubaï, on trouve tous les produits de luxe. Voilà. Donc, mais c'est vrai que, comme le disait, comme on le disait à l'instant, l'affaire du pétrole va jouer un rôle important et négatif, bien sûr, pour le budget. C'est la cause ou la conséquence, le pétrole? Bah, en fait, c'est un élément qui est très compliqué parce que on a d'une part le fait que le prix du pétrole, le prix du pétrole baisse globalement, la consommation mondiale baisse globalement, donc de toute façon, ça va entraîner le prix des hydrocarbures à la baisse. Et n'oublions pas aussi que Trump, depuis son arrivée, a ouvert les vannes. Voilà, Drill, baby, drill. Voilà, donc cet aspect-là et qui pose un problème non seulement bien sûr pour la Russie, mais aussi, ne l'oublions pas, pour les pays producteurs de pétrole qui vont voir leurs revenus baisser. Donc il y aura un impact géopolitique à venir dans les mois et années à venir. Je vais te rajouter juste deux mots. À mon avis, la situation économique est aggravée d'abord pour la classe moyenne aujourd'hui en Russie, parce que c'était toujours difficile pour la classe moyenne. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué avec les situations comme ça, parce que c'est Poutine qui profite des situations. C'est Poutine qui utilise la guerre à sa personnalité, mais c'est pas les gens éduqués, les gens encore fois, c'est difficile et voilà, c'est pourquoi je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu ne peux pas envisager qu'est-ce qui va se passer après. Et voilà, à mon avis, c'est vraiment difficile. Mais je suis sûr qu'il ne va pas, il ne comprend pas ce qu'il va faire après la guerre. C'est pourquoi il profite aujourd'hui les effets de l'économie de guerre, les effets de l'économie militaire. Alors justement, il y a Cristalgre dans le chat, ça me fait une transition très heureuse. Salut Cristalgre qui dit: est-ce que nous allons vers un statu quo type rideau de fer en Ukraine avec l'espoir qu'il tombe un jour avec la fin de Poutine, comme ce fut le cas pour le précédent rideau de fer donc? Ah bah, militairement, on a un vrai rideau de fer et qui part en fait. Cristalgre parle d'une situation qui serait en fait gelée. Oui, mais guerre froide en fait, on a un rideau de fer qui part de la Finlande et qui descend État balte jusqu'à effectivement l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir que la Finlande, les États baltes fortifient leurs frontières, même justement ces États-là qui veulent se retirer du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. J'explique très rapidement. Donc, il y a un traité qui interdit les mines antipersonnelles. Pourquoi? Parce que, oui, elles provoquent beaucoup de victimes. On l'a vu au Cambodge, on l'a vu dans... Bon. Et pour que des pays... aussi quand même non bellicistes comme la Finlande décident de sortir du traité, c'est parce que ils ont peur et donc en mettant des mines dans des zones, ça permet d'empêcher, de protéger une frontière, mais pour pas très cher. Voilà, pour exactement. Mais c'est un vrai mur de fer, tel que on l'a connu au début de notre carrière. Oui, il y a un nouveau mur de fer qui sépare la Russie du reste de l'Europe. Ça s'appelle un front, dit Grudu. Ce serait pas vraiment un front? Sur l'Ukraine, c'est un front, et puis après, c'est plus une frontière. C'est une frontière qui est matérialisée, qui est avec des dents de dragon, des barbelés, des radars, c'est une frontière militarisée. C'est à peu près la même chose. Il y avait une question dans le chat, je ne sais plus qui l'a posée tout à l'heure, le chat a défilé, je vais perdre un petit peu de temps en retrouver qui c'est, donc pardonnez-moi. C'était, pour résumer sa question, c'est pourquoi la Russie, Poutine donc, tient tant que ça à la Crimée? Alors là,
Il y a il une y a longue un histoire aspect avec la Crimée. mythologique, c'est la conférence de Yalta. En fait, dans la partie de l'Ukraine, Pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire, on a l'impression que c'est un caprice. Non, c'est très compliqué. La ah, Crimée, c'est très ancien. c'est complètement émotionnel, hein. D'ailleurs, Obama l'avait dit quand il est parti. Il a dit attention, l'Ukraine, c'est émotionnel, c'est existentiel pour les Russes, alors que pour nous, c'est uniquement de la stratégie. En fait, Trump ne fait que continuer ce Ouais. qu'Obama avait dit. En fait, je parle sous votre contrôle, mais il y a trois Ukraines. En dehors de Kiev, qui est une capitale comme on Oui. connaît, il y a la petite Russie que la Russie a annexée ou qu'elle a pris au moment du traité de Péreyaslav au XVIIe siècle, en 1654. Il y a la nouvelle Russie qui a été arrachée aux Tatars, c'est le bord de la mer Noire, et ça a été au XVIIIe siècle, ils l'ont récupéré en 83. Et puis il y a le reste de l'Ukraine, dont une partie n'a jamais été russe, sauf à partir de 45, c'est-à-dire la Volhynie. Et la Russie a des prétentions territoriales, ethniques, civilisationnelles, démographiques sur la petite Russie et la nouvelle Russie. Et ça, c'est émotionnel, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est tout ça, etc. Donc, c'est les deux coins sur lesquels ils refusent la souveraineté de l'Ukraine. C'est une question, bien sûr, symbolique pour Poutine, parce que le but de Poutine est restaurer l'Union soviétique. L'Union soviétique numéro 2.0, mais parce que la plus grande tragédie pour Poutine, c'est la chute de l'Union soviétique. Et la Crimée, pour lui, représente le monde qui on a perdu. Et voilà, il faut revenir, comment on peut dire, revenir à l'époque soviétique et reconstruire l'Union soviétique. Moi, je suis allé plusieurs fois quand j'étais petit à la Crimée, en Ukraine. Et c'était vraiment pas de problème avec. J'ai pas eu le problème avec la langue. Je parle russe. J'ai entendu beaucoup des mots ukrainiens et ça m'a fait plaisir. Et il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi je suis sûr que le problème de langue, c'est un problème artificiel, plutôt artificiel, qui a été inventé par la propagande russe, parce que moi, j'ai pas eu des problèmes avec ça quand je suis arrivé à la Crimée. Mais pour lui, pour Poutine, c'est très important de voir la Crimée russe, parce que c'est son empire. Un totem Voilà. Oui, exactement. général. Alors, il y a aussi le fait que nous, on a une vision déformée, parce que quand on prend, par exemple, une carte de l'Europe, on va dire en 1914, bon, l'Europe, bon, la France, elle est dans ses frontières. Alors, il manque l'Alsace-Lorraine, hein, mais on sait toutes les conséquences. Mais nous, on a Dans le une chat vision... Bandini, c'est leur Alsace-Lorraine à eux. Oui, mais nous, on a une vision de l'État-nation très structurée, centralisée, jacobin, autour de Paris. Et en fait, là encore, quand on regarde une carte de l'Europe avant la Première Guerre mondiale, quels sont les États qui sont dans leurs frontières définitives? On a le Royaume-Uni, hein, c'est normal, c'est une île. On a l'Espagne, le Portugal, et puis tous les autres, les frontières ont complètement varié. Moi, je me souviens, c'était un ami de mes grands-parents, le professeur François Féteux, un spécialiste du monde slave, qui avait dû naître au début du XXe siècle, et qui, par le hasard des guerres, avait changé 3 fois de nationalité en habitant dans ce qui était l'Empire austro-hongrois, et ainsi de suite. Donc là aussi, ça complique les choses, parce qu'il y a des dimensions passionnelles. Par exemple, la ville de Lviv, qui est donc à l'ouest de l'Ukraine, bon, c'est une ville qui a été polonaise pendant des siècles. Voilà. Donc c'est autrichienne, polonaise. Donc tout ça fait que ça complique. Et je dois reconnaître que pour nous, Français, on a du mal à décrypter ces éléments où la passion se mêle à l'histoire. Et ce qui ne simplifie pas justement un discours rationnel et qui doit être pris en compte, bien sûr, par les diplomates. Mais en tout cas, on a Belgique, le pays de 200 ans aujourd'hui, qui a été construit par la
Flandre et la Wallonie. Il y a beaucoup de divergences entre. Mais C'est plus simple quand même. mais c'est plus simple, mais il y a beaucoup de divergences. Mais parce que j'ai écrit une thèse sur la Belgique et sur la Corse, et c'est pourquoi je pense que pour comprendre ce qui se passe en Ukraine et ce qui fait le Poutine, il a fait la Crimée, bien sûr, parce que l'Ukraine était toujours, l'Ukraine est un pays indépendant. Et oui, bien sûr, construit par deux partis différents. Mais ce n'est pas le problème pour tout le monde. Pour les Belgiques, ce n'est pas le problème. Pourquoi c'est un problème pour les Ukrainiens? Je ne comprends pas. C'est que ce problème que pour Poutine. Ce n'est pas pour les Russes, je pense. Mais pourquoi? Pourquoi pour l'Ukraine, oui, pour les Belgiques, non? Non, mais pour revenir à la Crimée, Oui. c'est spécial la Crimée quand même. D'abord, quand Poutine a annexé la Crimée, alors là, il y a eu un mouvement d'enthousiasme en Russie qui m'a vraiment stupéfié. C'est-à-dire que visiblement, dans l'opinion russe, c'était important, c'était bien. C'était bon au détriment des frontières internationalement reconnues, etc. Donc, Parce que la Crimée revient au bercail ou parce que la il y a le Crimée sentiment que la Crimée, c'était différent. Oui, et qu'elle revenait au bercail, on peut dire ça. Même quand Khrouchtchev a rattaché la Crimée à l'Ukraine, à la République socialiste soviétique d'Ukraine, il avait gardé Sébastopol. Sébastopol a été arraché à la Crimée et rendait compte directement à Moscou. Et la Crimée, dans le référendum d'indépendance de l'Ukraine en 91, les résultats de la Crimée ont été juste au-dessus de 50%, tout juste, avec un faible taux de participation, alors que le reste de l'Ukraine se prononçait massivement pour l'indépendance. Et l'Ukraine, en plus, le Parlement ukrainien s'était prononcé après, à plusieurs reprises, pour un degré d'autonomie très élevé. Ils ont été en négociation permanente avec Kiev pour obtenir des libertés. Et la Crimée, c'est un peu le noyau dur de l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, et c'est pour ça que Zelensky a réagi de façon aussi forte. Oui, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. En plus, il faut aussi ne pas oublier que l'un des problèmes, je veux dire, dans l'histoire, on va dire, de l'Empire russe, puis de l'Empire soviétique, et puis de la Russie, c'est aussi l'accès à la mer. Bon, sachant que Saint-Pétersbourg, c'est la création de Pierre le Grand. Mourmansk, c'est assez compliqué pour y aller, enfin en hiver, et que Sébastopol, c'était le grand port militaire qui permettait à l'empire russo-soviético-russe d'accéder aux mers chaudes. Donc c'est vrai que cette dimension symbolique, elle pèse. Et ça, c'est aussi un élément qui est extrêmement important. C'est que nous, on est dans des ratios... Et que Donald Trump ne peut pas comprendre. Parce que, c'est pas des tableaux PowerPoint où il y a la colonne plus, la colonne moins. Voilà, la Crimée, c'est existentiel pour les deux. Enfin, c'est et là, de toute façon, ça leur restera, quelle que soit la solution diplomatique qui surgira. Et c'est ça ce qui est inquiétant, c'est que on a parlé à l'instant de l'Alsace-Lorraine et de ce que ça a entraîné, même si les causes de la guerre de 14-18 sont différentes, mais il est clair que ce qui se passera dans les jours, semaines ou mois à venir, de toute façon, aura un impact dans les décennies, voilà, et que pour le moment, on ne maîtrise pas. Ah oui, mais absolument qu'il faut respecter, à mon avis, il faut respecter le droit international d'abord, qui en parlait de sentiment impérialiste, sentiment de... Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de Russes qui sont soutenus à l'annexe de la Crimée, mais il y a des penseurs de Russes, et moi je représente ces Russes qui sont contre, ils sont toujours contre l'annexion de la Crimée, parce que c'est un... je ne peux pas arriver à comprendre pourquoi c'est impossible dans le monde avec le droit international. C'est impossible. On ne peut pas parler des histoires quand on parle au terme de droit international. Depuis 2-3 ans, le droit international n'est plus aussi efficace qu'avant, semble-t-il. Après 1991, tout est changé. On doit respecter les règles internationales. Et c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec ça, avec une petite nuance qui peut être importante aussi, c'est que dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie,
déclenchée par l'agression russe, il y a 3 éléments. Il y a une guerre d'invasion pure et simple d'un gros État contre un petit État. Là, on est dans le registre du droit international, j'allais dire archi-classique. Il y a une guerre de décolonisation, parce qu'il y a eu une colonisation russe en Ukraine. Et là, déjà, on est dans la guerre de décolonisation. Ça ne rentre pas dans le schéma. Il y a une case ONU pour la décolonisation, mais c'était plus compliqué. Puis il y a un troisième élément quand même, c'est qu'après 4 siècles de colonisation, toute guerre de décolonisation est une guerre civile. Et une guerre civile, il y a un aspect guerre civile terrible, abominable d'ailleurs, que l'Ukraine a connu en 1917-18, qu'elle reconnaît maintenant à nouveau. Et ça, j'allais dire, le droit international ne trouve plus ses droits dans un tel contexte. C'est une nuance. Je suis d'accord, oui. Christelle, dans le Mais on chat, doit dit trouver. Oui. dans 5 ans, les jeunes se demanderont c'est quoi un casque bleu. Général, tout à l'heure, vous parliez de matrice simple, le blanc, le noir. Il se trouve qu'on a le ministère, oui voilà, c'est le ministre ukrainien des Affaires étrangères a convoqué mardi l'ambassadeur de Chine pour lui faire part de ses vives inquiétudes concernant la présence, selon Kiev, de combattants chinois dans l'armée russe et l'aide d'entreprises chinoises à la Russie pour fabriquer du matériel militaire. Donc on a la Chine qui sort de l'ombre. Bon, on savait que la Chine était aux côtés de Vladimir Poutine. Et en fait, on se retrouve de fait avec une alliance qui est très étonnante. C'est-à-dire qu'on a la Russie soviétique, post-soviétique, avec son ennemi capitaliste de toujours, que sont les Américains. On a les Américains qui sont embarqués dans le même panier que leur rival économique, la Chine, contre laquelle ils mènent une guerre commerciale très âpre. Est-ce qu'il y a des éléments stables dans tout ça, diplomatiquement, militairement Alors, oui, il y a quand même ou des alors certitudes. il faut voir la matrice maintenant en 3 dimensions et sur Oui, peut-être, avec ou en quatrième. en Oui, quantique, complètement, en 4 dimensions, enfin en autant de dimensions que... ou alors une matrice de fait qui avec serait- des lectures extrêmement différentes. Il y a quand même des certitudes. Premièrement, et c'est pas à l'ancien ambassadeur que... Enfin, la diplomatie russe, elle est d'excellente qualité. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais, et c'est ça, ce qui est absolument Qu'est-ce que flagrant. c'est une diplomatie d'excellente qualité, monsieur l'ambassadeur? Ben, c'est une diplomatie qui a une ligne directrice constante, des buts permanents, un outil diplomatique extrêmement performant et qui poursuit systématiquement avec souplesse et réalisme, disons-le, ce même objectif. Et là, elle remplit ses critères. Voilà quand le vous- débat voilà. balisé. Et C'est quand général. vous prenez Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a été ambassadeur à New York, donc qui connaît mais parfaitement et qui a une stabilité. Enfin, voilà. Et en face de lui, il a quoi? Il a des amateurs qui jouent au golf, qui sont dans le business et qui n'ont pas ce background, hein, excusez-moi du terme, culturel, historique, et que la diplomatie russe balade extrêmement facilement. Donc une diplomatie très solide, avec le fait qu'ils ont des relais dans les pays qui... Parce que d'abord, bon, la diplomatie russe ne parle pas de droits de l'homme, de droits LGBT, enfin, bon, donc, voilà, ça pèse hein, sur l'échiquier mondial. Donc une diplomatie efficace. Alors leur outil militaire, ça, effectivement, c'est beaucoup plus... on pourra en discuter. Il y a le fait que... Alors, c'est assez paradoxal parce que durant l'histoire, la menace contre la Russie est venue essentiellement quand même de l'Asie. Hein. Après, ça viendra plus effectivement entre Napoléon et puis après le Troisième Reich. Mais il ne faut pas quand même oublier que l'Union soviétique a eu des liens très forts avec la Chine communiste, qui a des intérêts communs, des frontières communes. Bon, n'oublions pas aussi la relation avec l'Iran. Et que n'oublions pas aussi que la partie sud de la Russie, il y a des populations musulmanes. Donc, ce qui fait que dans cette matrice très complexe, il y a quand même voilà, ces éléments-là qui sont solides. Et que de l'autre côté, on a une nouvelle administration américaine qui est faite que d'amateurs et qui n'est pas capable de comprendre justement cette matrice. Jean de Guénesti. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le général Pélistrandi, avec une nuance importante. C'est que moi, je ne considère pas
que les Américains soient désordonnés ou des amateurs, etc. Je pense qu'il y a un Parce vrai que vous voulez pas projet. insulter vos anciens collègues. Oui, mais enfin, là, en Disons. l'occurrence, bon, sur la méthode, il y aurait long à dire, sur la brutalité, sur la violence, sur la destruction même des intérêts propres américains. Tout ça, on peut en discuter. Mais il y a un vrai projet derrière Oui. cette affaire. Oui, oui, Et tout ce à fait. vrai projet, c'est de se débarrasser de l'Europe et de s'occuper Ah oui. de la Chine. Mm. Et donc, il y a une cohérence dans tout ça, ce qui fait qu'il ne faut pas sous-estimer la force et la puissance de l'initiative de Trump. L'Ukraine, il s'en moque. Il s'en moque. Il est prêt à la laisser à la Russie ou à l'Europe si l'Europe réussit à l'attraper. C'est à la sauver, plus exactement. Pour- Donc, oui, pour confirmer ce que dit Jean, pour Trump, il n'a que deux interlocuteurs réels en Europe, c'est le Royaume-Uni et la France. Pourquoi? Parce que ce sont des puissances nucléaires. Mais pour le reste, c'est... Alors, il aime beaucoup les Italiens parce que c'est spaghetti, pizza et meloni. Hein. Non, mais je caricature. Bon, voilà un Mais- chouette menu, mais, général mais Pestrandi. il a un mépris. Et autour de lui, d'ailleurs, on le voit bien avec, par exemple, Pitexet, il a un mépris pour les Européens. Et donc, il n'a aucun intérêt pour les Européens, et encore moins, bien sûr, pour l'Ukraine, bon, qui lui pose plus de problèmes qu'il n'a aucun intérêt pour... voilà. D'où le fait qu'il veut régler ça très vite, quel qu'en soit le prix. Denis Katev. Ah oui, je suis absolument d'accord, mais je pense que Trump, il ne fait que du marchandage. Toujours, et il cherche son profit. Et aujourd'hui, dans les conflits, et Poutine aussi, il va faire sauter la banque, on peut dire ça. Il va faire sauter la banque. Et aujourd'hui, je pense que ils sont les deux. Poutine et Trump, ils sont en compétition. Qui va gagner beaucoup, plus, et voilà. C'est-à-dire que pour moi, ils ne pensent pas. Encore fois, ils ne pensent pas aujourd'hui des questions humanitaires. Ils pensent que profite, oui, et voilà, et pas des. Ils font, et les deux, ils font du marchandage. Un marchandage. T'aurais dû faire de la radio, 18h pile, Ah, voilà. passé de 16 secondes. Chers amis, il est quasiment l'heure, à une minute près de nous quitter, mais peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin, Jérôme Palistrandi, Bah, le mot de la suite. En fait, samedi à Rome, hein, où bien sûr il va y avoir les obsèques du pape François, mais où tous les grands de ce monde vont être présents, sauf Vladimir Poutine, qui sera quand même représenté par sa ministre de la Culture, hein, c'est un point important, Benjamin Netanyahou qui ne sera pas présent, mais il est clair que il y aura beaucoup de discussions bilatérales. Il n'en ressortira pas grand-chose, mais il faudra observer les images, ça va être extrêmement important. Merci Général. Jean Lignesti, le mot de la fin ou le mot de la suite? ben, je rajoute à ça qu'en principe, le 28 avril, Witkoff sera à Moscou et que je crains que ça soit là que ça se joue plus qu'à Rome. Merci, monsieur l'ambassadeur. Denis Katev, le Et- mot de la fin, le mot de la oui, suite. oui, oui. Et, je pense que ce n'est pas évident qu'ils vont trouver un accord aujourd'hui, mais je suis sûr que l'Europe doit être présentée à la table des négociations. Et maintenant, il faut convaincre la Russie. Et je pense que convaincre la Russie à la paix, comme on peut dire comme ça. Et je suis sûr et je crois à la force de l'Europe, à la force de la France et de Royaume-Uni. 18h01, passé 35 secondes. Merci à tous les trois. Merci pour vos Merci. passionnantes lumières. Merci d'avoir joué le jeu des questions du chat, d'avoir répondu patiemment peut-être aux miennes aussi. Merci infiniment. Je vous remets entre les bras de Camille Rio, des bras pacifiques et plutôt débonnaires, n'est-ce pas, qui devraient vous raccompagner au parterre du 116 avenue du Président Kennedy du 16e arrondissement de Paris. On reste dans le studio 3F74. Dans le chat, on ne bouge pas, on reste ensemble. Nous quittons le front ukrainien, on quitte les colères de Donald Trump. Mais on ne les quitte pas vraiment, on ne les quitte qu'à moitié, puisqu'on va continuer à parler conflit, diplomatie pendant 1 heure, mais vu du Vatican, vu de Rome, puisqu'après la mort du pape François, on se demande déjà quel ton sera donné à la diplomatie du futur pape. Une diplomatie dont on parle peu, mais qui pourtant a un vrai poids et joue un rôle majeur sur la scène internationale. On peut déjà noter que le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 184 États et qu'avec l'Union européenne et l'Ordre de Malte, avec son réseau diplomatique est souvent considéré comme l'un des mieux informés du monde. Bonsoir Valérie Régnier. Pardonnez mon accueil un petit peu abrupt. N'hésitez pas à vous servir de l'eau. Il va faire très chaud dans le studio, c'est normal. Remettez bien la bouteille en dessous, sinon elle va apparaître au milieu de votre corps et c'est moche. Et les micros du studio sont très directionnels. Il faut lui parler vraiment comme ça et ne pas le prendre par les connectiques, ça fait des scrunchs.
Voilà. Et sinon, bienvenue et pardonnez mon accueil d'entre deux plateaux. Pas de problème. Et je vous rends votre micro. Merci. Merci. Bonsoir. Valérie Régnier, vous êtes vice-présidente de la communauté Sant'Egidio. C'est quoi Sant'Egidio? Sant'Egidio, alors je vais reprendre les paroles du pape. Sant'Egidio, il nous a qualifiés comme par la communauté des 3 P en 2014, la prière, les pauvres et la paix. Donc c'est une communauté qui est née en 1968 avec Andrea Riccardi qui avait 18 ans, donc très jeune, et qui, dans l'ambiance de 68, se posait la question de la justice et de la paix. Et donc, ils ont commencé avec quelques étudiants à aller dans les baraques, les bidonvilles romains, visiter les enfants. Ils ont fait l'école populaire, qui est devenue ensuite l'école de l'amitié, puis l'école de la paix. Et là, ils se sont mis à prier ensemble, à suivre l'exemple de Jésus. Et en se disant, Jésus finalement était un grand pèlerin. Et ils sont allés donc, et surtout, pèlerins dans les périphéries, souvent avec des malades, des pauvres. Et donc, ils se sont dit, on va faire pareil à 18 ans, voilà, plein d'entrain, et on continue. Et ça fait donc 57 ans, on est dans 74 pays. C'est ce que j'allais dire, là, vous vendez ça comme une association de quartier, vous êtes 60 000 quand même. Alors, voilà. Vous représentez quelque chose qui est très très gros, pour expliquer à ceux qui ne vous connaissent pas forcément. Oui. Alors, on est très gros, mais on est aussi local. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est une grosse institution. Si vous allez sur le site et si vous regardez les médias, en effet, on en parlera certainement, mais voilà, la paix au Mozambique, il y a eu beaucoup de gros chantiers, mais tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ces membres-là, comme moi, et puis tous les autres de Paris, par exemple, où toute communauté se retrouve dans un lieu pour vivre les 3 P, la prière, les pauvres et la paix, de manière très locale. Et donc, tout l'enjeu de Sant'Egidio aujourd'hui, c'est l'unité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit cette spiritualité-là dans 74 pays avec le même désir. On va en parler pendant 1 heure justement. Donc bienvenue dans Talk de France Info. Avec côté en face de moi, Christophe Dickès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, historien du Vatican, spécialiste de la papauté. Vous avez commis Ce que le monde lui doit, paru aux éditions Perrin. Qu'est-ce qu'on y lit dans Ce que le monde lui doit? Pour l'Église, ce que le monde lui doit. Donc c'est un plaidoyer pour l'Église, c'est-à-dire que pardonnez-moi, je présente une émission sur l'histoire du christianisme sur une chaîne concurrente qui s'appelle KTO TV. Et j'étais frappé par le décalage entre la recherche historique qui met en valeur l'histoire de l'Église, tout ce qu'elle a apporté au monde, et au fond la vision du grand public. La vision du grand public, c'est que l'histoire de l'Église, c'est l'Inquisition, c'est la place peu importante des femmes, c'est la guerre, c'est la violence. Et j'ai voulu, à rebours, montrer dans une forme d'apologie ce que l'Église a apporté au monde sans qu'on le sache véritablement. La conception du temps, votre agenda, la première organisation à gérer son temps, non plus sous le rythme solaire, mais sous le rythme horaire, eh bien, ce sont les moines. Et il fallait mesurer ce temps, d'où la nécessité des horloges. Et la première horloge mécanique, par exemple, on la doit à Richard de Wallingford, qui était un père abbé anglais. Donc, je multiplie les exemples jusqu'à la notion même d'État, et on peut même parler du droit international, puisque c'est le sujet, le fondement du droit international. Ce sont des hommes d'Église qui l'ont tout simplement créé. Alors justement, on va peut-être démonter une part de fantasme dans tout ça. Vous êtes là aujourd'hui pour le faire. On a 1 heure, un peu moins d'1 heure, mais quasiment 1 heure pour le faire. Le Vatican, c'est une formidable machine à fantasmes pour beaucoup de gens. On parle de la diplomatie vaticane, d'un service de renseignement du Vatican. On dit que le pape est l'homme probablement le mieux informé du monde. Est-ce que le Vatican, déjà, dispose d'une diplomatie propre? La réponse est oui, on va en parler. Est-ce qu'il dispose d'un service diplomatique propre? Et puis il répond qui veut, et après on se lance et on lance la discussion. Alors en fait, historiquement, on peut dire que le Saint-Siège, et il y a une différence entre le Saint-Siège alors je dis le et Vatican le et le Vatican. Saint-Siège, oui. Alors le Vatican, en fait, c'est le territoire de 44 hectares. C'est le plus petit État du monde, mais Emmanuel Macron, quand il va au Vatican, il ne va pas voir le roi de la cité du Vatican, il va voir le chef de l'Église catholique qui représente 1,3 milliard de catholiques. Et en fait, le premier rôle de la diplomatie du Vatican, c'est de défendre les chrétiens là où ils se trouvent. Donc, il est en quelque sorte normal que l'Église... Comme une ambassade exactement, et tout ce réseau diplomatique afin de défendre, bien évidemment, les chrétiens, mais elle va au-delà. Depuis, on va dire, depuis Benoît XV, la question de la dignité de l'homme s'inscrit au centre. Benoît XV, c'est le pape de la Première Guerre mondiale.
mondiale. Donc, on a commencé, les premiers textes, par exemple, sur les migrations, datent de la guerre 14-18. Et donc, que faire des migrants? Comment accueillir les migrants? Comment protéger la dignité de l'homme? Tout cela, ce sont des thèmes que va cultiver l'Église contemporaine. Mais la diplomatie du Saint-Siège, la diplomatie du Vatican, c'est la plus ancienne diplomatie du monde, puisqu'elle remonte au IVe siècle, avec le pape Sylvestre II, le pape Sylvestre, pardon, Ier, qui est un pape qui travaillait tout simplement avec l'empereur, qui s'appelait Constantin. Et c'est le premier à envoyer des ambassades auprès des différentes couronnes à l'époque. Valérie Régnier. Oui, pour continuer ce que dit Christophe Dickès, c'est le Vatican ou le Saint-Siège. Alors pardonnez-moi, donc alors on dit la diplomatie du Saint-Siège ou du Vatican ou les deux? On doit dire normalement le Saint-Siège. La diplomatie pour le du Saint-Siège, Saint-Siège, voilà, la diplomatie du Saint-Siège, en effet, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a plein de fantasmes, parce que comment un si petit État se retrouve avec des nonces. Donc les nonces, c'est les ambassadeurs dans chaque pays. Et voilà, en France, il y a un nonce, nonce apostolique dans chaque pays qui va lui-même être en lien direct avec le Saint-Siège et faire son travail et va faire des notes et tout ça. Et donc, le Saint-Siège, pardon, la diplomatie du Saint-Siège, en effet, c'est tous ces textes sur les migrations, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans le monde, et puis c'est aussi l'évangélisation, quelque part. C'est-à-dire, on le sait, dans le monde, il y a énormément de terres évangélisées par, en général, des Européens. On a le film Mission, enfin voilà, il y a plein d'exemples. Et donc, ce Vatican, en effet, je comprends, ce Saint-Siège, je comprends que ce soit plein de fantasmes, parce qu'il y a toujours cette idée, et on le voit avec Pape François, quand il va rencontrer le patriarche Kirill dans l'aéroport de Cuba, pour parler de la paix, enfin, et pour parler de réconciliation, les États-Unis et Cuba, et ils se rencontrent là. Donc, pour dire aussi un peu toutes ces sources d'informations, et le pape François, si on veut parler de lui, a toujours été préoccupé par la paix dans le monde, et de par toutes, parce qu'il vient de l'Argentine, mais pas seulement. Quand il est arrivé, il a revêtu son habit de pape, donc ça devient l'homme universel par excellence, le chef d'État du Saint-Siège, donc universel, et il s'est tout de suite préoccupé des pauvres. Et les pauvres, en fait, c'est les premières victimes de la guerre. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il a eu sans cesse cette préoccupation de la paix dans le monde. C'était en lien avec les pauvres. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant des siècles, le pape était à la tête de ce qu'on appelait les États pontificaux. Donc c'était à la fois le chef de l'Église catholique, le vicaire du Christ, selon la titulature, celui qui représente le Christ sur terre, mais aussi c'était un roi comme un autre et qui devait défendre ses États. Or, en 1870, à la fin du 19e siècle, il perd ses États. Il s'estime, le pape s'estime prisonnier au Vatican, tant et si bien que ce qu'on appellera la question romaine, le fait que le pape soit prisonnier au Vatican contre le processus de l'unité italienne, eh bien, va amener au fond les papes à transformer leur vision du monde, à renoncer à leur monarchie sur les États pontificaux et à devenir une puissance morale. Donc, la question romaine, c'est-à-dire la question des États pontificaux, va être réglée par les accords du Latran, qui va créer le plus petit État du monde, la Cité du Vatican, et parallèlement, tout un réseau diplomatique sous Léon XIII à la fin du 19e siècle, sous Pie X, qui était énormément en lien avec l'Amérique du Sud sur le plan diplomatique au début du 20e siècle, et avec Benoît XV, va se développer tout un réseau diplomatique. Et cette notion de puissance morale, elle est très importante, parce qu'au fond, le Saint-Siège, il n'a pas d'armée. Alors, il a des gardes suisses, il a 150 gendarmes. Réduit à sa portion congrue, oui. Voilà. C'est pas du tout une puissance financière, un des plus grands fantasmes. Alors, justement, on peut y répondre peut-être, on va répondre au fur et à mesure aux questions du chat, si on a envie, bien sûr. C'est Skill qui la pose, c'est les banques du Vatican sont-elles des paradis fiscaux? Alors, oui et non. Alors, on va y revenir. Je vais y revenir, je termine François, sur ce que je fais. Alors, contrairement à l'idée reçue, le Vatican n'est pas riche. Le Vatican, c'est un budget d'1 milliard
d'euros, ce qui représente en fait un gros département français. Pour une institution qui représente 1,3 milliard de catholiques, c'est vraiment pas grand-chose. Le Vatican, et c'est un budget en déficit. Je sais que vous allez faire une émission sur la finance du Vatican, c'est un budget en déficit. Alors, concernant la question de cet auditeur, le pape François a réalisé... Ce sera pas forcément une émission à charge. oui, tout à fait. Le pape François a réalisé un énorme travail afin de nettoyer les écuries d'Augias. Il y a 5000 comptes qui ont été fermés, je crois. Oui, exactement. Il y a des milliers de comptes qui ont été fermés, qui étaient ni plus ni moins que des comptes douteux. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on se souvient de la crise au moment du pontificat de Benoît XVI, mais c'est une crise qui dure depuis longtemps, depuis Paul VI, avec le scandale de ce qu'on a appelé la banque Ambrosiano, qui était la première banque italienne, avec ces hommes un peu obscurs, comme Monseigneur Marcinkus, qui blanchissaient, au fond, de l'argent de la mafia. Voilà. Alors, il ne faut pas dire que l'Église fricotait avec la mafia. Il y a des hommes d'Église qui, oui, ont fricoté avec la mafia. Et le pape François a véritablement fait un travail d'assainissement pour répondre aux standards internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y est arrivé. C'est un Français qui est à la tête de la Banque du Vatican, de la SUS. Et même dans ses placements, le Vatican fait extrêmement attention pour justement ne pas placer son argent, parce qu'il a il possède des investissements, ne pas placer son argent au mauvais endroit, par exemple dans l'armement, dans les énergies fossiles, j'ai vu aussi. Dans les énergies, voilà, exactement. Donc ça, c'est très important, et on peut dire que le pontificat de François était un véritable tournant en la matière. Je crois qu'en effet, Pape François a voulu, il l'a dit, une église pauvre pour les pauvres. Et donc, il a lancé des processus qui sont encore ouverts, dont un des processus qui était la réforme interne du Saint-Siège, du Vatican. Il a rencontré, Benoît XVI avait commencé, comme vous dites, même avant, d'autres avaient commencé. Benoît XVI a démissionné de manière responsable parce qu'il s'est trouvé en réelle difficulté. Pape François est arrivé, a continué ce travail. En effet, il a fait un gros travail qui doit continuer, je pense, mais avec, encore une fois, ce souci-là de l'Église des pauvres pour les pauvres qu'on retrouve dans les écrits de Vatican II. Donc, pour dire aussi que tout cela est aussi une continuité de l'histoire. Souvent, on dit le pape comme ça, le pape un tel était réac, le pape un tel était progressiste. Oui et non, heureusement, chacun ses forces. Mais il y a à chaque fois une continuité. Et vous voyez, on parlait de Benoît XV. Benoît XV parlait de la Première Guerre mondiale en disant c'est un massacre inutile. Il était contre la guerre. Il y a même l'archevêque de Paris qui s'est insurgé. Donc vous voyez, et quand Pape François a commencé à parler de la paix dans le monde et de la guerre, ce qu'il a dit dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, d'une manière très politique, et que c'était insupportable, que la guerre était quelque chose d'insupportable, encore une fois, en premier pour les pauvres, parce que les victimes, les premières sont les pauvres, il n'a fait que continuer cette évolution, je crois, depuis Benoît XV, où il y avait vraiment cette idée de vouloir arriver à la paix, et même à la limite, là je force le trait, mais à l'abolition de la guerre. On a bien aboli l'esclavage. Pourquoi ? Et au moment de l'abolition de l'esclavage, figurez-vous ce que disaient les personnes. Mais qu'est-ce que tu es fou, tu veux abolir l'esclavage ? C'est un modèle économique. Et pourtant, on a réussi au niveau international à abolir l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, il y a une différence, je pense, entre précisément François, on peut revenir sur l'idée qu'il n'y a plus de guerre juste pour lui. Il a remis en cause l'idée de guerre juste. Je vais peut-être développer un petit peu, parce que ça a agité l'actualité. C'est simple, c'est-à-dire que Saint-Augustin dedans. Alors exactement, même si Saint-Augustin... beaucoup d'expliquer à ceux qui nous rejoignent, qui ne sont peut-être pas très au fait de tout ça. Saint-Augustin, on en fait un théoricien de la guerre juste, mais c'est totalement faux. On prend en fait des morceaux de l'œuvre de Saint-Augustin et on en fait une théorie. Ce qu'a fait J.D. Vance récemment, je crois. Voilà, exactement. Et en fait,
c'est saint Thomas d'Aquin qui, au XIIIe siècle, véritablement théorise la guerre juste. Donc il faut que ça soit un acte de légitime défense, il faut que ça soit mené par des autorités légitimes, légales évidemment. Voilà, il y a toute une série de mesures à remplir, si je puis dire. Et un homme comme Jean-Paul II, qui a vécu sous le communisme, qui sait ce qu'a été la guerre, puisqu'il est né en Pologne, la Pologne prise en tenaille entre l'URSS et l'Allemagne nazie, eh bien, garder cette idée qu'une guerre pouvait être juste. Voilà. Il était très lié à Reagan, même s'ils avaient une conception de l'homme qui était différente. Évidemment, Jean-Paul II avait une conception spirituelle de l'humanité, tandis que Reagan avait une conception plus libérale de ce qu'était l'homme dans sa lutte contre tous les deux l'URSS. Donc on associe les deux hommes, mais ils avaient une perception des choses différentes. Et en fait, François, il y a une véritable rupture intellectuelle avec François dans la mesure où il veut justement mettre fin à cette idée de guerre juste. Il dit qu'il n'y a plus de guerre juste possible et qu'il faut mettre fin à cette industrie de l'armement. Il y a une utopie, si vous voulez, chez François. Un jour, on me demandait de qualifier François, et je crois que, et en fait, c'est pas un hasard qu'il ait pris le nom de François précisément, parce qu'il y a une utopie franciscaine à voir à ce que tout le monde y ait bénéficie d'une répartition des richesses. Or, au Moyen-Âge, c'était absolument impossible. Voilà, il y a un peu cette même utopie. Donc, au fond, il donnait un guide, il donnait une lumière à atteindre, tout en sachant, tout en ayant conscience du tragique de l'humanité et des temps. Et en effet, l'encyclique qu'il a écrite, l'encyclique c'est un texte qu'écrivent les papes, tous frères, Fratelli Tutti, il y a quelques années. Je lis un passage, parce qu'en effet, sur la guerre, il dit « Chaque guerre laisse le monde dans un état pire qu'il ne l'a trouvé. La guerre est un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une défaite devant les forces du mal. » Et donc, dans ce sens-là, on peut dire, quand vous parliez aussi de l'état du Saint-Siège comme un état moral. Oui, une puissance morale. Une puissance morale, voilà. Il y avait aussi chez François l'idée que la guerre est un mal absolu, et donc qu'on a besoin, tout un chacun, que la paix, en fait, c'est aussi un problème personnel. Et il me semble que dans ce qu'il dit là, il interpelle tout un chacun, pas seulement les catholiques, tous frères. Donc il appelle tous citoyens du monde à dire attention, la paix, c'est pas seulement la responsabilité des puissants, c'est aussi ta responsabilité. Et comment toi tu vas faire la paix là où tu es. On parlait de Sant'Egidio tout à l'heure, voilà, local et global, c'est-à-dire on va faire la paix au Mozambique et tout, mais quand je fais l'école de la paix avec les enfants de la périphérie, je fais la paix moi aussi, en étant la grande sœur, le grand frère d'un enfant qui a besoin. Quand je fais la cantine familiale avec les personnes de la rue du quartier, je fais la paix, j'apporte une amitié sociale, j'apporte une paix sociale. Déjà, on donne à manger à des personnes qui ont faim, donc c'est pas rien, premièrement. Et deuxièmement, on sait très bien que quand on est rassasié, ça va mieux, psychologiquement aussi. Et le lien, on bâtit un lien avec des personnes à travers la nourriture. Et puis, dans un quartier, je parle de Paris comme Saint-Méry, très commerçant et tout, où on est, et ben, une fois que les personnes ont ça, tout va mieux. Et les commerçants sont aussi très heureux d'avoir moins de problèmes, vous voyez, avec les personnes qui, des fois, sont dérangeantes. Donc, pour dire que dans cette utopie-là, il y a une utopie, mais aussi qui peut être concrète. Oui, une amitié sociale. Une amitié sociale, Ouais, ouais. c'est-à-dire vraiment le rêve qui se réalise pour toute personne. Et ça, je crois qu'il y croyait aussi très fort, Pape François, au fait que toute personne est responsable de ce qu'il va construire. Donc, il y a l'unité à travers le monde, tous frères, on est ensemble, on est un peuple universel. Et on peut aussi citer le texte de la fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar El-Tayeb. Donc, il a fait aussi tout un travail avec l'islam, avec le monde musulman, qui est énorme, que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. Et donc, là aussi, toujours à la recherche de l'entente fraternelle. Je crois que son pontificat s'est passé sous le dialogue et la fraternité. Il le dit dans son testament. Je souffre et j'offre ma souffrance pour la paix dans le monde
et la fraternité universelle, ou quelque chose comme ça. Vous parliez de morale tout à l'heure, il y a Skill une deuxième question de Skill, donc qui posait des questions sur les banques du Vatican. Mais là, qui ont posé une deuxième, c'est est-ce que finalement le Saint-Siège dispose d'un véritable pouvoir diplomatique ou c'est juste une boussole morale Alors, pour l'Europe et les chrétiens à travers le monde? Je pense que dans la question, il y a, voilà, est-ce que le Saint-Siège, est-ce que le pape, je pense que c'est plutôt le pape, est-ce qu'il envoie, on va dire, une couleur, un ton, Oui. ou est-ce qu'il a quand même une diplomatie, je vais pas dire coercitive, mais bon, Alors- avec des moyens d'action inscrits dans le siècle et Alors, peut-être dans le... Pourquoi je parlais des États du pape tout à l'heure? Parce que et de cette Et l'un transformation, n'empêche pas l'autre, par ailleurs. Voilà. Cette transformation en puissance morale, en puissance morale, elle est liée à ces deux éléments. D'abord, il n'a pas d'armée. Deuxièmement, il n'a pas d'intérêt financier. Et donc, les deux grands piliers de ce que peut constituer une politique d'État, lui, il en est exempt. Il peut s'appuyer toutefois- il Pas peut- d'armée, pas il peut d'intérêt s'appuyer financier. toutefois sur je sais pas combien de... enfin, combien il y a de Ambassadeurs. croyants- Non, mais non, je parle Ah. de croyants. Combien il y a de Un croyants Oui, dans milliard le monde? 300 oui, millions. mais Voilà, mais- 1,3 milliard, ça n'est quand même pas rien. oui, mais alors, Non, mais oui, mais il y a mal. beaucoup c'est quand même de- le plus grand parti, enfin, Ouais. peut-être pas le plus grand parti du monde, mais Il y a un des plus beaucoup- grands partis du monde. Il y a si je beaucoup puis de me permettre. fantasmes là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que la diplomatie du Vatican? La diplomatie ce du n'est pas un mal. Vatican, c'est une diplomatie secrète, parce qu'elle préfère travailler dans l'ombre, dans les chancelleries, plutôt que sous le regard des médias. projecteurs des médias. Voilà, Mhm. exactement. Donc c'est une diplomatie qui a un rôle historique d'arbitrage. J'ai dirigé un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, et il y a un article arbitrage, bons offices. Les bons offices, c'est que le Vatican propose à ceux qui le demandent les bons offices pour régler les conflits. Un exemple, le dernier exemple en date, c'est la question des relations entre Cuba et les États-Unis. Mais en 1978, alors que le Chili et l'Argentine étaient au bord de la guerre, eh bien, les deux belligérants ou futurs belligérants ont fait appel au Saint-Siège pour être un arbitre dans leurs différends sur une zone territoriale que l'on appelle le canal de Beagle. Donc, en fait, cette diplomatie, c'est une diplomatie du silence. Après, et c'est ce qu'a beaucoup montré notamment le pape Benoît XVI dans son pontificat, si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez sur le 1,3 milliard de catholiques, il n'y a pas 1,3 milliard de diplomates. Et il n'y a pas, contrairement aux idées anticléricales en France du début du XXe siècle, le curé n'est pas là pour vous espionner, en fait. Pas du tout. Non, les diplomates doivent être avant tout des hommes de foi et doivent avoir une conception de l'homme. Il pouvait s'appuyer sur une certaine légitimité, en tout cas. Enfin, Oui, complètement. Enfin, Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire c'est que sa force, en fait. ce désintéressement fait sa force. Et par exemple, Jean-Paul II dépêcha souvent le cardinal Etchegaray Oui, pour la diplomatie vaticane, parce qu'il y avait le Kosovo notamment, qui est dans les années 90. Alors, rappelez peut-être qui est le cardinal Etchegaray. Le cardinal Etchegaray, oui, pardon, donc c'est un Français, un Basque du Sud. du Sud. Jusque-là, on a entendu dans Basque, Etchegaray. Voilà, on l'a entendu. Il a été évêque à Marseille. Il est décédé il y a peu, mais surtout, il était au Saint-Siège. Et il est devenu, on peut dire, un peu je sais pas comment on peut dire, le diplomate officieux. Voilà, c'était le numéro 2. C'était vraiment, il se déplaçait. Il allait au Kosovo quand il y avait la crise au Kosovo. Il allait dans plein d'autres endroits. Et c'était vraiment le pape Jean-Paul II qui lui disait on y va, voilà. Oui, exactement. En fait, c'est tout à fait ça. L'envoyé du maître. Et là, par exemple, pour l'Ukraine et la Russie, pape François a envoyé le cardinal Zuppi, qui est un autre archevêque de Bologne. Et là aussi, il l'a envoyé il y a 2-3 ans pour dire, écoute, malheureusement, on voit ce qui se passe en Ukraine et en Russie encore aujourd'hui. Malheureusement, ça n'avance pas. Mais justement, le pape était préoccupé de cette situation. Il a fait travailler les chancelleries, mais il envoie un de ses cardinaux proche de lui en disant « va voir un peu ». Et le cardinal Zuppi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « la meilleure diplomatie, c'est de commencer par la solidarité ». Et donc, il a commencé à vouloir faire, et ça se fait secrètement, un échange d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés et qui ont été dirigés en Russie.
Et donc, il a commencé à parler. Il est allé à Pékin, il est allé à Moscou, il est allé à Washington sous le temps de Biden et il est allé à Kiev. Il a vu ces 4 personnes-là. Ils discutent encore. On voit que c'est très, très difficile, mais il y a eu des échanges et surtout, il a travaillé pour la solidarité. Il dit à chaque fois, la diplomatie, c'est déjà un travail de solidarité, c'est-à-dire c'est quelque chose de concret. Et c'est ce qui s'est passé, si on veut parler un peu de... par exemple, quand il est allé à Kiev, il a vu les écoles de la paix de Sant'Egidio, donc les enfants, dans les souterrains, qui faisaient l'école de la paix dans les souterrains à cause des bombardements à Kiev. Et il a dit, quand je vous vois, je peux penser à la paix et je peux l'imaginer. Et c'est ça qui va favoriser mon travail. Donc, vous voyez, c'est-à-dire la paix est toujours en lien avec ce qui se passe localement, la paix globale. Alors, il faut remettre ça dans le contexte où l'Ukraine a pu se sentir un peu abandonnée à un Exactement. moment par François, parce qu'il, peut-être par incompréhension, certainement. Et alors, Pape François a toujours... François aurait voulu qu'il n'y ait plus de... Enfin, voilà, expliquez peut-être. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Les livraisons d'armes, c'était pas les livraisons d'armes à l'Ukraine, c'était pas trop son truc, mais probablement parce que c'était pour faire la guerre. Oui. C'est ça. Parce que c'était la paix la paix à tout prix. Exactement. C'est la paix à tout prix. Plutôt que Il savait que ça plutôt coûterait. préserver l'indépendance de l'Ukraine. Bon, Oui, ça a pu froisser une partie importante des Ukrainiens. Mais il le savait. Alors, oui, mais enfin, c'est... Donc, est-ce que tout ceci part d'un grand malentendu ou c'est une grosse maladresse? Je pense que sur cette question, il peut y avoir une question de maladresse, mais c'est toujours Où là, on s'est dit, c'est le difficile. pape du Sud, en fait, en gros. Oui. On oui. a pu le dire. Mais en fait, dans chacun des conflits, il y a une sorte de continuité dans les malentendus. Et le meilleur exemple, là encore, c'est Benoît XV. C'est-à-dire que Benoît XV a lancé des initiatives de paix pendant la Grande Guerre en 1917. Et ces initiatives de paix ont échoué. Alors, il y a des études historiques sur le sujet, mais finalement, les Français considéraient que ce pape était un pape Bosch et les Allemands considéraient que ce pape était un pape français. Et donc, on l'appelait Pilate XV. Voilà, Pilate XV. Et donc, en fait, il y a toujours ce décalage qui, au plus fort du conflit, a créé, une sorte de hiatus dans la perception, tant et si bien que l'idéal de paix, se retrouve mis j'allais dire, un peu sous le boisseau à cause des belligérants. Et je crois que, alors je rejoins monsieur sur cette question, c'est-à-dire que oui, j'estime qu'il y a une maladresse. Bernard Lecomte, qui est un des grands vaticanistes, montrait qu'il était à la fois juge et partie dans cette histoire, et ce qui a amené les critiques internationales, parce que c'est un peu j'allais dire, c'est un peu comme les questions liées à la pédophilie dans l'Église. C'est-à-dire que le pardon dans l'Église n'empêche pas la justice. Voilà. Eh bien, la paix ne doit pas empêcher non plus la justice. Et cette justice, elle est une vertu extrêmement importante pour qu'il y ait des réparations. Et dans l'agression poutinienne, il y a bien une agression poutinienne. Complètement. Mais je crois, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire pour Pape François et comme pour la plupart des papes, c'était on arrête toutes les hostilités et quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Et on se met autour d'une table. On se met autour d'une table. Il se passe au-dessus des États. Oui. Oui. Non, mais... Et Jean 23, par exemple, disait, voilà, dans un conflit, on se met au centre, on met au centre ce qui est le point commun et de côté ce qui divise. Et à partir de là, on travaille. Et entre deux personnes, il y a toujours un point commun, même les pires ennemis, on arrivera toujours à trouver un point commun. Alors c'est du travail, c'est du travail. Pour moi, c'est plus facile de faire la guerre que la paix, parce qu'il y a un vrai travail à faire, aussi, je dirais, intérieur, de commencer à trouver un point commun et de travailler dessus en ravalant son orgueil et tout ça. Et pour revenir sur Pape François et par rapport à l'Ukraine, je pense très franchement qu'il avait conscience de ce qu'il demandait aux Ukrainiens. Et aussi parce que moi, je me souviens de ces larmes le 8 décembre
2020, on est combien, 23 je crois, quand il est place d'Espagne et qu'il fait une prière et il prie pour la paix en Ukraine. Et là, il pleure et il est tout seul. Il y a des larmes. Et je crois qu'on peut vraiment parler aussi d'une certaine compassion, c'est-à-dire il sait ce que ça coûte à l'Ukraine. Moi, je pense qu'il en a conscience, il sait ce que ça coûte. Et il parle de l'Ukraine martyrisée. À chaque fois qu'il parle de l'Ukraine, il parle de l'Ukraine martyrisée. Donc, c'est pas qu'il les laisse tomber. Mais en effet, c'est la paix à tout prix et c'est non à l'armement. Donc, on est dans une autre politique que la France ou l'Europe ou l'Allemagne ou l'Espagne. On est dans une toute autre diplomatie. Et c'est là que ça devient et compliqué et passionnant. Oui, alors c'est très intéressant Après, j'ai parce une que, question pour vous. Allez-y. parce que, en fait, la diplomatie du Vatican, c'est une expression que je tiens de Bruno Joubert, qui est l'ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège, c'est l'expression, près le Saint-Siège. Et Bruno Joubert disait que la diplomatie du Vatican, c'est du Saint-Siège, c'est alors. Par facilité, on utilise Vatican et Saint-Siège indistinctement, mais c'est bien Saint-Siège. Donc, c'est une diplomatie du signal faible, en fait. On a du mal à comprendre, je vais prendre un extrême à dessein, on a du mal à comprendre comment en 1917, alors que la révolution russe commence, eh bien le Saint-Siège se tourne vers le nouveau pouvoir russe et donc bolchevique pour pouvoir défendre la liberté religieuse. On sait ce qu'il se passera, il n'y aura pas de liberté religieuse en Russie. On a du mal à comprendre pourquoi, en 1933, les services du Saint-Siège se tournent vers le Troisième Reich pour essayer de trouver un accord. C'est une lecture de l'histoire. Pour trouver un accord. Mais, Non, mais qui est acceptable. Mais bon, oui, il pourrait y avoir une controverse tout de même. exact. Mais je suis entièrement d'accord. Sauf qu'ils vont signer un accord et l'encre ne sera pas sèche que déjà l'accord sera violé. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une forme de naïveté c'est ce que je veux dire en fait. Il peut y avoir une forme de naïveté dans la diplomatie du Saint-Siège à vouloir tenter de prendre le fil aussi fin qu'il puisse être, cette diplomatie du signal faible, pour pouvoir obtenir un résultat. Et aujourd'hui, on retrouve la même chose dans les relations entre Rome et Pékin. Vous savez qu'en Chine, il y a une église dite officielle qui fait obédience en quelque sorte au pouvoir communiste chinois. Donc il y a une église officielle et il y a une église clandestine qui est persécutée. Et en fait, depuis plusieurs décennies, le Saint-Siège essaie de trouver un accord avec l'église officielle chinoise pour pouvoir nommer des évêques. Voilà. Sauf qu'elle n'y arrivait pas. Et en fait, le Saint-Siège a signé un accord sous le pontificat de François, a trouvé un accord avec le Saint-Siège, et les opposants du pape François ont eu beau jeu, bien évidemment, de dire que cet accord était un accord naïf. Pourquoi ? Parce que l'Église clandestine est toujours persécutée. Diplomatie du signal faible, tentative de trouver un accord, mais finalement, une forme de naïveté révélée. Naïveté dans les années 30 avec l'Allemagne, naïveté avec les bolcheviks dans les années 1920, et on retrouve une forme de naïveté aujourd'hui. Mais elle tentera toujours. Je vous laisse bien sûr avec cette position, c'est la vôtre. Après, j'ai tout de même du mal à imaginer que la diplomatie vaticane puisse être vraiment naïve. Enfin, ce sont des gens qui sont quand même très 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 formés. Ah non. Ah non, alors là, non, mais vous avez, je parlais enfin, parmi les cardinaux, on a pas vous mal reprenez, de triple docteurs, vous reprenez, oui, des gens assez âgés. Ce sont des polyglottes. Vous avez une école d'énonce. En fait, vous avez une école d'énonce, c'est-à-dire des gens qui sont formés en droit, en histoire des relations internationales, etc. Comprenez voilà, et le chat va le dire à un moment qu'on puisse en douter au moins. Oui, même si ce que vous dites si vous voulez, au moins donne du grain à moudre. Oui, mais en fait, vous reprenez les textes, par exemple, de Monseigneur d'Herbigny à la fin des années 20 dans ses relations avec les bolcheviks. Enfin, c'est d'une naïveté sans nom. C'est d'une naïveté sans nom. Mais il veut y croire. Il veut y croire. Pourquoi il veut y croire ? Parce qu'il pense que le sort des catholiques sous le tsar n'était pas à envier et qu'il y a une possibilité là de faire quelque chose. Sauf que cette possibilité, elle s'avérera négative. Dans les années 30, je crois que le Saint-Siège envoie plus de 37 ou 40 protestations diplomatiques contre les atteintes au Concordat, voilà, qu'il a signé. Voilà.
Sauf qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y avait une forme de naïveté à signer un papier qui allait être, qui allait être contredit dans les faits, alors que l'encre n'était même pas encore sèche. Valérie Régnier. Oui, il y a aussi cette idée, en effet, enfin pas plus que cette idée, c'est-à-dire le souverain pontife, le pape, est un chef d'État, mais sans frontières. Et donc il voudra protéger les catholiques. Et donc il ira, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire coûte que coûte, il y aura cette volonté de vouloir, mais avec Pape François, je crois qu'on est allé plus loin avec tous frères, où il y a cette idée de protéger tout être humain sur la terre. Et donc, on fera tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est naïf ou pas, ça je ne sais pas, mais il y a vraiment cette volonté de vouloir protéger le plus faible, le plus pauvre. Pourquoi le Saint-Siège a pris une position plutôt pro-russe? Parce que diplomatiquement, la Russie était une carte essentielle du jeu diplomatique international ou au Moyen-Orient. Et que l'État qui était le premier État à défendre les chrétiens là où ils se trouvaient à Daesh et à l'évolution de l'islamisme, c'était la Russie. C'est du pragmatisme naïf alors. Alors oui, en fait, c'est-à-dire que historiquement, c'était une carte à jouer. Et donc, le fait que cette carte leur échappe avec le conflit ukrainien, en soi, c'était une régression. Donc, il fallait tout faire pour remonter la pente. Et je crois que pour Pape François aussi, je suis désolée sur cette encyclique, mais qui, selon moi, est vraiment mais non. majeure, tous frères, il explique très bien là aussi que la guerre, et il continue dans le chemin des autres papes qui étaient là avant, qui répond vraiment à cette papauté romaine, c'est que finalement, toute guerre est fratricide. Puisque, vu qu'il n'y a pas de frontières, on est tous frères et sœurs sur Terre. Et donc, quand on se fait la guerre, c'est fratricide. Et donc, si on veut la paix, il faut absolument mettre sur la table, encore une fois, ce qui nous unit, de côté ce qui divise, mais à un moment donné, il faut aussi affronter ce qui divise. Et là, forcément, il y a certains partis pris et on essaie d'avancer. Et en effet, le Saint-Siège n'est pas indifférent à la Russie, mais je ne crois pas que, là aussi, je ne sais pas si c'était pro-russe ou pro-ukrainien, c'est très complexe en fait. Mais surtout, moi je le dis en tant que Sant'Egidio, on a des communautés et en Ukraine et en Russie. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a 3 ans, dans quelle angoisse on s'est retrouvés, avec des frères et sœurs qui se retrouvaient chaque année pour Pâques et qui du jour au lendemain deviennent des ennemis. Oui, donc c'est ça aussi l'Église. C'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve dans une même communauté à être déclarés ennemis. Donc il y a quelque chose de complètement... C'est pas possible en fait. On a une communauté en Ukraine. Ils se sont transformés en véritable organisation de solidarité parce qu'ils ont fait le choix de ne pas s'en aller quand on parlait du local, pour rester près des personnes âgées qu'on visite en EHPAD, pour rester près des amis de la rue de Kiev. Donc, le professeur d'italien à l'université s'est retrouvé à faire des paquets pour les personnes dans la rue. Et vous voyez, donc, ce que je veux dire par là, c'est que Pape François avait vraiment cette idée aussi, comme les autres papes, mais de cette guerre fratricide. Et donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Alors, au prix de quoi? Au prix d'une Ukraine qui se sent pas soutenue. Et c'est pour ça que j'insiste, Pape François a toujours parlé de l'Ukraine martyrisée. Je pense qu'il l'avait vraiment dans le cœur. Voilà ce malentendu dissipé. Alors, Christalgre dans le chat pose une question. Alors, je vais vous la remettre en contexte. Je vous la livre telle qu'elle est posée par Christalgre. Salut Christalgre, ton pseudo est toujours aussi compliqué à dire. Hier à la question, donc c'était l'émission d'hier, on a fait 2 heures sur la mort du pape. On est parti un peu dans tous les sens. Et c'était avec François Mabi et Christine Pelotti. Alors hier, hier à la question, est-ce que la parole et les positions du pape sont écoutées? Les invités avaient répondu avec beaucoup de nuances et surtout
que le pape était parfois remis en question dessus. Et est-ce que toute cette administration diplomatique, c'est pas avant tout pour maintenir une parole pour tous, mais avec plein de nuances? Dans la question de Cristal, il y a le fait que l'Église catholique d'Afrique ne ressemble pas forcément à celle de France, ne ressemble pas forcément exactement à celle d'Argentine, et que finalement, les missi dominici dont on parlait, les nonces peut-être, ou en tout cas ce réseau diplomatique du Saint-Siège n'est pas là pour en fait adapter un petit peu la parole du pape, un petit peu pour maintenir une forme d'unité, ou pas? C'est la question que vous pose Cristal. Est-ce que la question est claire ou pas vraiment? Un peu. Elle est relativement claire. Ouais, j'y vais. Oui. Ok. J'en ai mal fait Non, l'exégèse. je crois comprendre. Mais il me semble, en effet, là, Cristal pose très clairement la question de l'unité de l'Église. Et pareil. Et je pense en fait de la difficile unité en et bien réalité. sûr, Je crois, hein. parce qu'on est des cultures très différentes les unes des autres, et donc c'est un vrai défi. Et visiblement, c'est ça que Cristal nous dit, c'est ça Ludo, merci. Pardonnez-moi Valérie. Voilà. Donc en effet, comment vivre l'unité de l'Église avec des cultures si différentes? Et je pense, si on veut parler des 10 ans du pontificat de Pape François, lui-même s'est retrouvé dans un monde fragmenté. C'est lui qui l'a dit tout de suite, des guerres mondiales par morceaux. Donc un monde très... Et puis avec une accélération exceptionnelle au niveau des transformations de ce qui se passe dans le monde. Donc aussi un monde qui change très vite, aussi anthropologiquement. Donc comment est-ce que le pape arrive à garder cette unité? C'est un vrai défi dans ce monde qui se transforme très très vite. Et lui-même l'avait dit, nous sommes dans un changement d'époque. Il parlait de changement d'époque. Et je trouve que il y a eu même des fois des risques de schisme, notamment, on ne va pas parler de là, des rites, des rites de l'Église, de la messe et tout ça. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Oui, alors ça peut être... non, sur... Vous pouvez faire un encadré peut-être juste après. Ouais, voilà, juste pour le dire, voilà, pour terminer là-dessus. Mais voilà, donc je pense que Pape François aussi avait cette préoccupation de garder l'unité de l'Église, aussi les prêtres, vériprobatifs, enfin voilà. Donc en effet, c'était dans la théologie, dans comment évoluer avec le monde, c'est-à-dire la question du prêtre célibataire, pourquoi est-ce qu'il doit être célibataire, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être marié. Et là, levé de bouclier, lui était pour les vériprobatifs, c'est-à-dire des hommes mariés qui ont vers 50-55 ans et qui finalement deviennent prêtres parce que ça va mieux enfin voilà, ils peuvent se le permettre. C'est l'âge de la passion. Voilà, c'est ça. Et c'est des gens, n'est-ce pas, très sages. Et donc là, il a réussi quand même, Pape François, dans ces 12 années, il a réussi le pari de l'unité dans un monde, il faut bien le dire, fragmenté, ce qui n'est pas une évidence. C'est très difficile, c'est la fameuse tension entre l'universalité et le local. Catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. Et donc, je vais prendre là aussi peut-être une question qui a fait énormément débat au moment du pontificat de François, c'est la question de la bénédiction des couples homosexuels. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en Bretagne, vous ne pouvez pas en bénéficier. En Allemagne, vous pouvez en bénéficier. Dans certains diocèses en Allemagne, dans certains diocèses américains, oui. En Pologne, non. En Afrique, absolument pas. Et donc, où est l'universalité? Alors, en dépit des corrections du pape François, ce ne sont pas les couples qui sont bénis, mais ce sont les personnes. Il y a une subtilité. Eh bien, le message divise. Voilà, le message divise. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans l'Église que d'avoir ces tensions. Et en fait, vous savez, dans le Nouveau Testament, vous avez une partie du Nouveau Testament qui s'appelle les Actes des Apôtres. Donc le Nouveau Testament, c'est les quatre évangélistes qui racontent l'histoire de la vie de Jésus, qui rapportent la vie de Jésus, et après qui est suivi par ce qu'on appelle les Actes des Apôtres, qui sont écrits par Saint Luc, qui racontent les premiers temps du christianisme. On devrait appeler ça les actes de Pierre et de Paul, parce que c'est la vie de Pierre après le départ de Jésus et la vie de Paul. Or, Paul et Pierre se chamaillent sur cette notion d'universalité et de local. Le local, c'est Pierre qui veut garder des pratiques juives, parce que le christianisme est encore lié au judaïsme, et Paul
qui dit non, mais il faut avoir une vision plus grande, plus universelle, en incluant davantage de monde, ce qu'on appelait à l'époque les gentils. Donc vous voyez, cette idée de local versus universalité n'est pas nouvelle. En fait, qu'a voulu faire Pierre? Il a voulu être politique. Il a continué à pratiquer les rites juifs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de schisme, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'Église, et que les juifs chrétiens se séparent des juifs, des chrétiens gentils, ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Donc, il a été au fond très politique. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'Église, effectivement, il y a des moments de tension qui peuvent déboucher sur des séparations, et que ces séparations, eh bien, c'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que le pape est là, c'est son premier rôle, pour préserver l'unité de l'Église. Si il n'y a plus d'unité dans l'Église, en soi, c'est un échec. Et cet échec est la chose la plus terrible qui soit dans l'histoire de l'Église. Le schisme le plus révélateur et le plus triste de l'histoire de l'Église, c'est le schisme de Luther. Parce que le pape et les envoyés du pape n'ont pas réussi à convaincre Luther de créer en fait sa propre structure. Vous parlez du protestantisme, Saint-Barthélemy, tout ça après, vous parlez de ça. Hein. Exact. Oui, en fait, toutes ces questions qui sont des questions au fond théologiques, d'interprétation. En l'occurrence, le protestantisme, c'était sur la faute, sur les péchés, ce qu'on appelle la grâce aussi. Quelle est l'intervention de Dieu dans notre vie? Quel rôle joue-t-il? Quel est le rôle du prêtre? Quel est le rôle des sacrements, etc. Toutes ces questions ont amené des débats dans l'Église à un moment particulier de l'histoire, et ça a créé effectivement le schisme protestant. Non, Ce j'adhère. sont des problématiques qu'a dû particulièrement affronter le pape François, qui a été jugé beaucoup trop progressiste. Bon, alors, encore que ce soit sujet à caution. Mais je crois hein, qu'il y a. Enfin, moi, j'ai compris ça dans le. Ça posait plus de problèmes qu'avec Benoît XVI, en tout cas. Après, oui, non, mais il y a eu une vraie question, parce que Benoît XVI avait commencé aussi à réformer l'Église du côté du rite de la messe. Et donc, pape François, enfin moi je me suis plus intéressée justement à la question des prêtres, veri probati. Il y a eu des échanges, il y a eu plein de discussions là-dessus. Les veri probati, ce sont des hommes mariés qui ont fait leurs preuves, qui n'ont plus d'enfants à charge, qui pourraient devenir prêtres. Et c'est posé la question au moment de ce qu'on appelle un synode, c'est-à-dire une réunion d'experts, le synode sur l'Amazonie. Et le problème, c'est qu'en Amazonie, il faut faire des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour accéder à un prêtre. Voilà. Donc, vu qu'il y a moins aujourd'hui de vocation, voilà, c'était quelque chose de pragmatique. Est-ce qu'un prêtre, finalement, ne peut pas... Est-ce qu'il peut y avoir... alors voilà, la question, c'est est-ce que c'est deux clergés, un seul? Parce que celui qui a 20 ans et qui donne sa vie pour le Christ, qui devient prêtre et tout, et il voit l'autre arriver à 50 ans, 55 ans pour faire finalement... je caricature, mais c'est la même chose. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, il est pour, les contre, levée de bouclier. Mais je pense que, enfin moi, je pense que le pape François avait vraiment cette idée-là aussi, encore une fois, par souci, voilà, par l'Amazonie, de se dire, mais comment on continue de vivre l'Évangile dans un pays, enfin dans une région comme l'Amazonie. Donc c'était quelque chose, voilà, une pensée très 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 simple. Mais là derrière, il y a la théologie, il y a les idéologies, et parfois ça coince. Et je pense que plusieurs fois, il a été face à une telle levée de bouclier que il ne pouvait peut-être pas faire tout ce qu'il aurait aimé. Il y a eu un moment aussi qui a été ce moment avec l'Église américaine. Pour garder l'unité, pardon. un de mes confrères avait écrit un livre sur l'Église américaine en montrant bien l'Église américaine est forte. Hein. D'abord, elle a de l'argent comme l'Église allemande, et donc c'est le premier financier en quelque sorte avec l'Église allemande du Vatican. Et à un moment, l'Église américaine a dit mais le pape étant ce qu'il est, à savoir un progressiste, eh bien nous arrêtons de donner notre argent. Voilà. Et ça a été une vraie crise. Ça a été une vraie crise, et on a commencé à parler d'un schisme américain, de la possibilité d'un schisme américain. Alors moi personnellement, j'y croyais pas du tout.
parce que l'Église est tellement en crise aujourd'hui dans le monde occidental qu'elle ne peut pas se permettre le luxe d'un schisme. Mais à cette époque, on a parlé de cette question et du radicalisme catholique, du catholicisme identitaire qui, face au catholicisme ouvert du pape François, tourné vers les pauvres, et donc contre le message trop libéral et capitaliste de l'Amérique, des Américains. Bref, il fallait qu'il y ait une sorte de réaction. Et en fait, ce schisme n'a pas eu lieu, et les évêques américains, voilà, sont restés dans le giron de l'Église. Mais au début du siècle, dans le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, j'ai un article américanisme. Américanisme, c'est bien ce que ça veut dire. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que les Américains se sentent voilà, avec une forme de puissance, estiment dicter leur conduite à l'ensemble voilà, du catholicisme. Et donc, on retrouve cette tension entre le local, même si c'est les États-Unis, et l'universel. C'est une tentation qui anime encore un certain nombre d'évêques américains. Alors, pas la tentation du schisme, mais ma question était à moitié naïve, c'est-à-dire qu'on entend J.D. Oui. Vance, qui a un converti très récent. Tout à fait. On sait que le pape a quasiment interpellé Donald Trump, qu'il a nommé. C'est un archevêque, je pense, qui était vraiment. Celui de Washington. Celui de Washington, qui était vraiment pas trop du tout. Mais exactement. Bon, et dans cette ambiance-là, voilà, est-ce que le politique n'est pas redescendu dans ce débat-là? Oui, c'est-à-dire que. Il est évident que la diplomatie, la nomination des évêques, et en fait les ambassadeurs, tout à l'heure on parlait des ambassadeurs, les ambassadeurs sont là aussi pour passer les noms de potentiels évêques ou archevêques. Et c'est souvent lié à la question politique. Par exemple, je vais vous donner un exemple très éclairant. Séparation de l'Église et de l'État, 1905, pontificat de Pie X. Pie X regrette cette situation, il nomme des évêques, mais plutôt que de nommer des évêques anti-républicains, il préfère, pour apaiser la situation, nommer des évêques qui seront plutôt pacifistes sur cette question et qui ne chercheront pas l'affrontement. Donc en fait, ça dépend du pape. Et là, on reconnaît tout à fait le tempérament du pape qui ne s'en laisse pas compter et qui ne veut pas se faire dicter une conduite, surtout pas par un homme politique. Pour comprendre le pape François, je crois, on en discutait avant cette émission, il y a un livre d'un de ses anciens professeurs qui s'appelle Scannon, je crois qu'il est plus de ce monde, et Scannon montrait bien ce qu'était la théologie du peuple. On a beaucoup parlé de la théologie de la libération, qui était d'essence marxiste, qui est un mouvement qui s'est développé en Amérique du Sud, défendant les pauvres, mais avec une perspective politique et marxiste. Le pape François était considéré comme un homme conservateur en Amérique du Sud. Et lui, il défendait une autre option, qui n'est pas une option marxiste, mais une option qui est celle de la théologie du peuple. La théologie du peuple, ça reste une conception un peu binaire des choses. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les élites et de l'autre côté le peuple. Et cette proximité que vous évoquez depuis le début de cette émission, avec les gens, en fait, avec le peuple, est issue chez le pape François de sa conception théologique, cette théologie du peuple qui est propre à sa pensée. L'idée du populaire, du peuple, voilà, il faut être proche des gens, eh bien, est complètement prégnant. L'élite, en fait... Vous êtes à deux doigts de dire que le pape François est un pape populiste, finalement. Je vous taquine. Oui, non, mais populaire. Mais populiste, c'est peut-être un gros mot en Europe, mais chez lui, ça sera quelque chose de positif. Il ne faut pas avoir un regard franco-français sur l'Église ou européo-centré. Et donc, lui, voilà, on le voyait en photo dans le métro, accueillir les gens, voilà, de refuser toute ostentation de richesse, ni quoi que ce soit. Tout cela veut montrer cette proximité. Il mettait en scène cette proximité avec les gens, en allant par exemple dans les prisons pour laver les pieds des pauvres. Alors d'autres papes l'ont fait, mais lui, il a voulu le faire et il a voulu le montrer. Et dans la dernière semaine, en effet, c'est la semaine de Pâques. Comme le disait Christophe, certains ont
On dit, ah, il n'a pas fait la semaine sainte, les célébrations, il était très Le pauvre. fatigué, voilà, on est d'accord. Mais il a tenu absolument à passer son jeudi saint, comme il le faisait à chaque fois, à la prison Regina Coeli, où s'était rendu Jean 23 comme premier acte de papauté. Et donc il s'y est rendu. Malheureusement, il n'a pas pu laver les pieds comme il avait fait les années précédentes, mais il y est allé. C'est l'unique geste qu'il a fait. Et puis surtout, je dirais son adieu. Il est arrivé à la loggia, il a souhaité joyeuse Pâques à tous, avec beaucoup d'efforts. Et ça, c'était pas prévu. Il a fait le tour de la place en papa mobile. Et c'est donc le pape du peuple. Et il voulait dire au revoir. Et pour lui, sa manière de dire au revoir, c'est très incarné. C'était être avec le peuple, avec les autres. Il avait Et- besoin de cela parce que je pense s'il a vécu des années de pontificat terribles avec la curie. Bon, lui-même était très autoritaire. Hein, je vais pas en faire, je vais pas être tyrannique. Oh, il était un peu bougon, un peu tyrannique. Oui, un peu- oui, il se disait aussi un po' forbo. Alors c'est pas un peu fourbe, c'est malin en fait. Ça, C'est rusé. c'est rusé, voilà. Et en fait, il retrouvait dans ces bains de foule une forme de jouvence en fait, une forme de jouvence, et c'était important, important pour lui. Quand il est revenu du Timor oriental, tout le monde, il est allé au Timor, c'est à l'autre bout du monde, c'était un voyage très compliqué. Il était heureux comme tout, alors qu'il avait 87 ans, qu'il était déjà très malade. Et en effet, en découvrant ce peuple qu'il ne connaissait pas, il était heureux comme tout. Quand il est allé à Marseille, Oui, pareil, on a pu voir la ferveur Ajaccio. à Ajaccio aussi. Donc ça, c'est vraiment le pape du peuple, et il incarnait cela, et c'était l'évangile vivant, je dirais. C'est-à-dire, on sortait de la théologie, on sortait de tout ça, et il vivait avec les autres, et en particulier avec les pauvres, ce qui est Concile Vatican II. L'Église est celle de tous, et avant tout celle des pauvres. Par opposition d'ailleurs à sa venue, à sa non-venue à Notre-Dame. Ouais. Non, Notre-Dame, cérémonie officielle, Emmanuel Macron, pontifiant, on peut le dire, pontifiant à l'intérieur de la cathédrale, ayant réussi le pari de reconstruire Notre-Dame en 3 ans. Voilà, le pape François ne voulait pas être la marionnette d'une élite. Et il l'a préféré, je le vois véritablement comme un pied de nez, hein. Il a préféré Il est allé la dans- il est allé population en Corse, d'Ajaccio. Il est allé oui, à Marseille. Alors, l'heure a en fait très vite tourné, donc je vous pose cette question, mais je vous propose qu'on n'y réponde pas, mais qu'on y réponde la prochaine fois que je vous invite, et la prochaine fois que vous répondrez favorablement à mon invitation, par exemple, quand nous aurons un pape, sauf si vous sentez d'y répondre en 1 minute, mais je pense pas que ce soit possible. C'est question encore de Cristal, que visiblement ces questions intéressent, qui dit, mais demain, qu'est-ce qu'il y aura comme dossier sur la table du nouveau pape? Je pense que ça va nous prendre un peu plus que 30 secondes, et je vous propose qu'on n'y réponde pas Tout à fait. cette fois-ci, si ça vous convient. Il est 18h59, passé de 53 secondes. C'est l'heure de nous quitter dans quelques secondes, mais on peut prendre 1 minute ou deux peut-être pour le mot de la fin ou le mot de la suite, Valérie Rémy. Le mot de la... De la suite ou De de la la fin, suite. c'est vous qui choisissez. Bah écoutez, merci. Moi, je voudrais remercier vous-même, puis tous les médias qui, je trouve, parlent beaucoup de Pape Une François. fois tous les 12 ans, c'est pas. Voilà. Et non, mais c'est important. Et moi, je remercie personnellement Pape François pour tout ce qu'il a pu apporter dans le monde, et pour moi personnellement, et je sais pour des millions de personnes. Merci en tout cas de nous avoir fait l'amitié de vos lumières, Valérie Régnier. Christophe Je Dickès. voudrais simplement donner une page d'histoire, hein. La plus grande force diplomatique contemporaine, c'est cette image du pape Jean XXIII qui, en 1962, au moment de la crise de Cuba, a réussi à éviter un conflit nucléaire, alors que les négociations entre Khrouchtchev et Kennedy étaient absolument bloquées au point mort, et qu'on était au bord de la bascule nucléaire. Eh bien, c'est grâce au pape et à la diplomatie vaticane que on a évité ce conflit. Je pense que c'est une belle image de ce que peut être l'Église, et c'est une bonne image dans un contexte difficile, alors qu'on parle beaucoup des abus sexuels, de la pédocriminalité, etc. Le Vatican et le Saint-Siège, c'est aussi ça, et je pense que ça participe de son importance. Merci Christophe Dickès. Merci à tous les deux. 19h01 passé de
Allez, de 20 secondes, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leur meilleure copine, peut-être leur voisin de TGV, leur copain de chevet, leur taquin de bureau, leur voisin de laverie, vous retrouvez le stream à réécouter, à partager sur Twitch, sur YouTube, sur le site de France Info. Le site de France Info, vous savez, c'est franceinfo.fr. Si vous voulez le réécouter, parce que vous aimez bien le son de la maison et de la radio et de la musique, par exemple, vous le retrouvez, le podcast de l'émission sur le portail de Radio France. Pour ceux qui aiment échanger sur l'échange, par exemple avec moi, rendez-vous sur Discord peut-être ce soir. Merci à vous dans le chat pour vos questions bienveillantes et vos petits mots sympas. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous lit, qui vous répond. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci à ma droite, bien sûr, à Cyril Balta à la réalisation. Merci aussi à juste à côté Camille Réau, vous ne le voyez pas à la programmation. On se retrouve, chers amis, mercredi prochain de 17h à 19h pour 2 autres belles heures de stream. Pour le programme, on va voir ce que l'actu nous réserve. En tout cas, ce qu'elle nous a appris, c'est qu'à tout le moins, elle savait nous surprendre. Donc on verra ça donc mercredi prochain. D'ici là, je vous donne donc rendez-vous donc la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.